L'histoire se déroule dans un monde brutal où le sang des faibles est constamment versé par les forts. En ce lieu, seuls les plus puissants peuvent boire de ce sang et survivre au milieu du chaos. Dans une forêt sombre et dense, une créature ressemblant à un cerf se nourrit paisiblement. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est observée et a déjà été marquée comme proie par des chasseurs. Caché dans les buissons, notre personnage principal se prépare à tirer tandis que quelqu'un lui conseille de rester calme. Il bande alors la corde de l'arc de toutes ses forces, se préparant pour le tir parfait. Son compagnon lui donne le signal et il laisse la flèche fuser vers l'animal sans défense. Cependant, au moment où il tire, un bruit sourd résonne dans la forêt et la créature est effrayée par le son. En désespoir de cause, l'homme plus âgé crie le nom du protagoniste, qui est Johan. Johan apparaît avec un sourire penaud, tenant l'arc brisé, tandis que son maître le réprimande pour son échec. Il essaie de se défendre en disant que l'arc s'est cassé trop facilement, mais son maître lui rétorque qu'il l'a acheté il y a à peine une semaine. Le vieux chasseur se met à pleurer, se plaignant que Johan, en tant que noble, ne devrait pas être si obsédé par le métier de chasseur. Il continue en disant que le jeune homme aurait pu apprendre à manier l'épée au lieu d'un arc. En entendant les plaintes, Johan reste silencieux un instant, une expression sérieuse sur le visage. Puis il répond qu'être épéiste ne paie pas les factures tant qu'on n'a pas décroché un contrat. Le maître est d'accord sur la question de l'argent et les deux décident de se déplacer vers un autre endroit pour chasser. Le protagoniste réfléchit qu'il a besoin d'argent pour survivre dans ce monde pourri et brisé. Nous découvrons qu'il s'appelle Johan et qu'il a été réincarné dans ce monde après un accident dans sa vie passée. Bien qu'il soit né noble, il est tout en bas de l'échelle familiale et n'héritera de rien. De retour au présent, son compagnon l'avertit alors qu'une meute de loups sauvages apparaît devant eux. Les loups chargent alors furieusement, montrant leurs dents acérées aux deux chasseurs dans la clairière. Sans une seconde de réflexion, le vieux chasseur tourne les talons et s'enfuit, terrifié, laissant Johan derrière lui. Mais le protagoniste reste calme et commence à réfléchir à la nature du monde dans lequel il a été réincarné. Il comprend que cet endroit est une représentation très réaliste et sinistre d'une cruelle époque médiévale. La cruauté est si grande que même ceux qui sont morts ne semblent pas trouver le repos en ce lieu désolé. Son compagnon se demande si les corps proviennent de leur village, mais Johan dit qu'il est impossible de le savoir. Le jeune homme affirme alors avec certitude que dans ce monde, les plus faibles ne font que prier pour que les forts saines nourrissent. Avec cela en tête, il serre le poing, déterminé à ne pas devenir l'une de ses cibles faciles. Pour éviter ce destin, il crie, les yeux brillants, que la seule chose dont il a besoin, c'est de beaucoup d'argent. Il se souvient qu'à son arrivée, il espérait une compétence spéciale ou une fenêtre de statut. Mais comme rien de tout cela ne s'est produit, il a changé son objectif principal en une seule chose, se faire un max de fric. Avec de l'argent, il pourrait quitter ce territoire et faire ce qu'il voudrait, comme devenir marchand ou fermier. Pendant qu'il est perdu dans ses pensées avides, son maître l'appelle pour lui montrer quelque chose qu'il a trouvé à proximité. Le chasseur lui montre une herbe médicinale rare appelée herbe des diablotins, qui est excellente pour arrêter les saignements. Sans hésitation, Johan lui arrache la plante des mains, ne pensant qu'à sa valeur et à son prix élevé. Avec une expression hilarante sur le visage, il le remercie mentalement pour l'argent, laissant son compagnon complètement sans voix. Un instant plus tard, Johan désigne une petite bourse par terre, disant que le maître a fait tomber quelque chose. Il ramasse la bourse, mais le chasseur dit que ce n'est pas la sienne et trouve cela étrange, car personne d'autre ne s'aventure si profondément dans la forêt. Soudain, le maître a l'air choqué, les yeux écarquillés comme s'il avait réalisé quelque chose de terrible. Les deux lèvent les yeux, surpris, en entendant un bruit étrange venant de l'obscurité de la forêt. Tout à coup, une voix désespérée résonne à travers les arbres, criant à l'aide tout en courant sans but. En entendant les cris et les grognements des loups, Johan et son compagnon se tournèrent, terrifiés, en direction du bruit. Ils aperçoivent alors une petite fille acculée dans un arbre, encerclée par la meute de loups furieux. Le maître la reconnaît comme étant d'elle, la fille de Robert, et se demande ce qu'une enfant fait si profondément dans les bois. Les loups semblent plus gros et plus agressifs que d'habitude, montrant les dents et grognant sur la jeune fille. Terrifié, le chasseur dit qu'ils ne peuvent pas affronter autant de loups seuls et suggère de se replier pour chercher de l'aide. Mais Johan l'empêche de courir et décide de se diriger vers le danger, à la grande surprise du vieil homme. Joseph crie que c'est dangereux, car les loups sont des prédateurs d'humains, mais le protagoniste le rassure. Le jeune homme dit qu'il va distraire la meute pour que son compagnon puisse secourir la fille en toute sécurité. Le chasseur est abasourdi, incapable de croire qu'un noble s'offrirait comme appât pour sauver une roturière. Cependant, Johan arbore un sourire malicieux, car il a réalisé que cette situation est une mine d'or. Il compte au moins 10 loups et commence déjà à calculer le profit qu'il tirera de la vente de toute leur peau. Avec un sourire jusqu'aux oreilles, il se prépare à affronter ces précieuses petites machines à sous. Voyant l'attitude du jeune homme, son compagnon est complètement déconcerté, n'ayant aucune idée de ce qui se passe. Le protagoniste dégaine alors son épée avec une posture étrange, et Joseph remet en question son maniement maladroit. Sans perdre un instant, les bêtes chargent vers lui, prêtes pour l'attaque imminente. Le jeune homme se déplace à une vitesse fulgurante pour intercepter l'attaque de l'animal.
Il parvient à bloquer le premier loup avec son épée, retenant la charge de la créature féroce. La bête mord la lame de toutes ses forces, essayant de la briser avec ses crocs. Refusant de lâcher prise, elle continue d'exercer une pression sur l'épée avec sa mâchoire. À la surprise du protagoniste, l'épée se brise sous la force de la morsure du loup sauvage. Avant qu'il ne puisse réagir, une autre créature l'attaque par le côté, la gueule grande ouverte, prête à mordre. Au milieu du chaos de la bataille, le jeune homme est encerclé par les bêtes sauvages dans une scène brutale. Joseph regarde avec horreur et crie le nom de Johan en désespoir de cause, craignant le pire. Pendant ce temps, ailleurs, les événements se déroulent d'une manière très différente. Dans le 8e territoire, la famille noble mène une inspection du village de Baltrodon avec un large entourage. Les pauvres villageois s'abaissent la tête de peur au passage de la procession du noble. Un homme plus âgé serre une enfant dans ses bras, essayant de la protéger de la scène d'oppression et de misère environnante. L'une des concubines, nommée Madame Etz, se plaint de l'odeur nauséabonde émanant des roturiers rassemblés là. Le fils aîné de la famille, Philippe Etz, observe la scène avec une expression sérieuse et indifférente. Le seigneur du territoire, Gisant Etz, se plaint également de la puanteur des lieux, les qualifiant de champs misérables. Philippe informe son père que Johan n'est pas présent et propose d'envoyer des soldats pour le retrouver. Gisant explose de fureur en apprenant l'absence de son plus jeune fils lors de l'importante inspection. Il crie qu'il se fiche de Johan et que le garçon peut connaître la même fin tragique que sa mère. Avec une expression de mépris, le seigneur du territoire continue d'insulter et de rabaisser son fils absent. Soudain, Gisant arrête son cheval, remarquant un énorme tas de foin à l'entrée du village. Il demande ce que c'est, et un des villageois s'agenouille, implorant le pardon avant d'expliquer la situation. Les villageois disent qu'ils ont couvert les engins d'entraînement de Johan parce qu'ils les trouvaient laids. Gisant se moque de l'idée que Johan s'entraîne et traite son fils d'insecte pathétique en regardant le foin. Mais en y regardant de plus près, son expression change lorsqu'il voit ce qui était caché en dessous. Sous le foin, il trouve plusieurs rondins de bois portant de profondes marques de coups de poing et de pied. Gisant est choqué de voir le nombre de rondins détruits et se demande ce que c'est que ça. De retour dans la forêt, Johan est à terre, tandis que les loups l'entourent, le mordant sans relâche. L'une des bêtes s'approche pour porter le coup de grâce, mais s'arrête brusquement comme si quelque chose n'allait pas. Johan saisit alors la mâchoire du loup et dit que se battre à l'épée n'est pas vraiment son style. Avec une force incroyable, il projette la créature au loin, mettant les autres animaux en alerte. Le protagoniste sourit et dit que maintenant il va se battre à sa manière, appelant les loups ses petites machines à fric. Il sait que dans ce monde, c'est la loi du plus fort et pour éviter de devenir une proie, il a besoin d'argent. Et pour obtenir cet argent, il a besoin de quelque chose de plus alors que la meute s'avance pour l'attaque. Il serre alors fermement le poing, se préparant à montrer sa véritable capacité de combat. Ce dont il a besoin, c'est d'une force écrasante, capable de transcender les limites d'un être humain ordinaire. Joseph observe la scène, complètement choqué et incapable de comprendre ce qui se passe. D'un coup de poing direct, Johan assène un coup puissant au visage d'un loup, qui a à peine le temps de réagir. L'impact est si puissant qu'il envoie plusieurs autres loups voler dans les airs avec une facilité extrême. Le jeune homme attrape un autre animal par le cou, faisant preuve d'une force physique terrifiante et colossale. Dans une scène rapide et brutale, il porte un coup décisif final à la créature sans défense. Le corps du loup tombe sans vie sur le sol, à l'étonnement de Joseph qui observe de loin. Le vieux chasseur n'en croit pas ses yeux et se demande d'où vient cette force incroyable. Johan sourit au milieu des corps des loups, pensant à combien d'argent il obtiendra pour toutes ses peaux. Un souvenir montre qu'il a dû accepter dès son plus jeune âge que la vie dans ce nouveau monde ne serait pas facile. Ses frères aînés le maltraitaient constamment, le traitant de bâtard et l'humiliant parce qu'il n'avait pas de mère. Parce qu'il avait un rang plus élevé, il le tourmentait et le battait chaque fois qu'il voulait se faire valoir. Allongé sur le sol, le jeune Johan réalisa à quel point ce monde était cruel et que personne ne se soucierait de lui. Il comprit alors que la seule personne sur qui il pouvait compter pour survivre ici, c'était lui-même. Avec cette idée en tête, il commença à réfléchir à ce dont il aurait besoin pour s'en sortir dans ce monde médiéval. Heureusement, le protagoniste avait un avantage majeur, les connaissances de sa vie passée en tant qu'étudiant. Grâce à cela, son esprit détenait une sagesse que les gens de cette époque ne pouvaient même pas imaginer. Il décida donc d'utiliser toutes ses connaissances à son avantage, en commençant par un entraînement de haute intensité. Le garçon sait également créer un régime équilibré avec des super-aliments, à l'étonnement de ceux qui le voyaient manger. Il a également créé un programme d'exercice basé sur la science moderne et a pratiqué les arts martiaux au corps à corps. Et ainsi, son entraînement continu s'est accumulé sur de très nombreuses années de dévouement. Après tout ce temps, un Johan plus âgé et plus fort pouvait briser des troncs d'arbres d'un seul coup de poing. Son expression déterminée montrait les résultats de tous ses efforts alors qu'il continuait à s'entraîner. La force de ses coups était si absurde qu'il pouvait arracher un arbre entier du sol. À chaque séance d'entraînement, son corps démontrait une force encore plus écrasante et il se sentait renouvelé. Au milieu des rondins détruits, il se demandait si cette force était une bénédiction ou un nouveau défi dans sa vie. De retour au présent, dans la forêt,
un grognement résonne dans l'obscurité après la bataille intense. Le protagoniste pousse un soupir de soulagement en regardant sa main alors qu'il se remet du combat contre les bêtes. Il observe les corps des loups sur le sol et conclut que cela semble être le reste de la meute. Pendant ce temps, Joseph serre dans ses bras la petite Dell qui pleure de soulagement d'avoir été sauvée du danger. Joseph soupire de soulagement mais semble toujours complètement épuisé et secoué par toute la situation. Il se tourne alors vers Johan et le gronde, disant que ses actions étaient très imprudentes et dangereuses. Mais juste après, le chasseur est ému et remercie le jeune homme d'avoir sauvé la fille sans une seconde d'hésitation. Cependant, le protagoniste est dans son propre monde, imaginant quelle peau de loup rapportera le plus d'argent. Il demande ce que Joseph a dit, puis se tourne vers d'elle pour voir si elle a été blessée. Soudain, les yeux de la petite fille s'écarquillent et une expression de pure terreur envahit son visage. Derrière eux, une ombre géante aux yeux rouges apparaît et pousse un grognement à vous glacer le sang. Johan et Joseph se retournent, confus, tandis que Dell se couvre le visage avec ses mains, incapable de regarder. La créature montre ses dents acérées et son regard furieux dans l'obscurité de la forêt dense. Un loup monstrueux et énorme émerge devant Johan, semblant être le chef de la meute qui l'a vaincu. Joseph crie, en panique totale, réalisant qu'ils font face à un vrai monstre. Il attrape la fille et prévient qu'ils doivent fuir, car seule une armée pourrait s'occuper de cette chose. Mais le protagoniste sourit et se tourne vers la créature, lui demandant si c'est le chef de cette bande. Il s'excuse d'avoir éliminé les subalternes du monstre et mentionne que leur peau valent beaucoup. La bête géante fixe le jeune homme avec un regard de pure haine, ses yeux brillant d'un rouge intense. Johan réalise que le monstre le voit comme une proie et un sourire confiant apparaît sur son visage. La créature ouvre alors sa gueule massive et pousse un rugissement assourdissant qui résonne dans toute la forêt. Imperturbable, le protagoniste charge vers la bête en disant que peu importe ce que c'est. Le jeune homme ramasse un rocher géant du sol et crie que la peau de cette chose vaudra bien plus d'argent. Puis, avec une force surhumaine, il lance le rocher qui s'écrase en plein sur la tête du monstre. Le rocher frappe le monstre en plein fouet et il pousse un rugissement de douleur et de fureur suite à l'impact direct. Mais Johan crie de frustration parce qu'il a égratigné la peau de l'animal, se plaignant que le prix va baisser maintenant. Avec ses yeux rouges brillants de haine, la créature fixe le protagoniste en grognant furieusement. Alors la bête ouvre la gueule et pousse un hurlement puissant qui semble faire trembler toute la forêt. Le son est si intense que le protagoniste se couvre les oreilles avec ses mains, ressentant une douleur insupportable. Pendant ce temps, Joseph serre fort la petite fille pour essayer de la protéger du bruit assourdissant. Johan grince des dents et se tord de douleur alors que le hurlement du monstre semble affecter directement son esprit. Il se sent étourdi et sa vision commence à se brouiller alors qu'il se demande ce qui lui arrive. Soudain, une étrange vision de deux guerriers se battant à l'épée surgit brusquement dans son esprit. La scène est si intense et réelle que le jeune homme crie de désespoir, ressentant la douleur de ce souvenir ancien. Peu après, il s'effondre au sol, haletant et confus, se demandant ce qui vient de lui arriver. Encore un peu étourdi, il regarde autour de lui et se demande où est passé le monstre qui se trouvait devant lui. À sa grande surprise, la créature a tout simplement disparu sans laisser de traces dans la forêt sombre. Il aperçoit alors Joseph et Dell sur le sol, profondément endormis, comme s'ils s'étaient évanouis. Le protagoniste s'approche et réalise qu'ils dorment simplement et que tout le monde est maintenant en sécurité. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais porte Joseph pour rentrer, car d'autres monstres pourraient apparaître. Le jeune homme hisse alors le chasseur sur ses épaules et commence à marcher à travers la forêt sombre. En marchant, il se lamente de ne pas pouvoir prendre les peaux de loup, mais promet de revenir plus tard avec une charrette. La nuit s'approfondit et la pleine lune éclaire leur chemin à travers les arbres de la forêt lugubre. Alors qu'il approche du village, il remarque que les lumières sont allumées et se demande s'il cherche d'elle. Il se met alors à fantasmer que son père le louerait et le nommerait son successeur devant tout le monde. Mais il écarte rapidement l'idée et pense qu'il pourra peut-être au moins obtenir un poste dans la garde pour ne pas mourir de faim. Cependant, alors qu'il se rapproche du village, il remarque quelque chose d'étrange et son expression change complètement. La lumière d'une torche allumée illumine l'obscurité, révélant la présence d'un grand groupe de personnes. Soudain, il se retrouve face à face avec le groupe d'inspection de sa famille, avec des soldats et des chevaux partout. Le protagoniste est complètement abasourdi, un air de choc sur le visage alors qu'il réalise le pétrin dans lequel il se trouve. Son frère aîné, Philippe, crie furieusement, lui demandant où il était pendant l'inspection de leur père. Inspection. Le jeune homme se souvient enfin de l'événement important de la journée et réalise qu'il est complètement foutu. Monté sur son cheval, son père le traite de gamin insolent avec un regard de pur mépris et de rage. Le seigneur du territoire descend alors de cheval, sa botte blindée atterrissant fermement sur le sol. Johan dépose Joseph au sol et tente de s'expliquer, disant qu'il a eu une urgence, mais son père ne veut rien entendre. Gisant lui dit de fermer sa bouche immédiatement tout en tenant une énorme hache détaillée dans sa main. Le patriarche menace de fendre le crâne de son fils pour avoir osé l'ignorer, montrant toute sa fureur contenue. La lumière des torchers tenus par les soldats illumine la scène tendue entre le père et le fils au milieu de la nuit. Philippe continue de crier sur son jeune frère, l'accusant de manquer de respect à leur père par son absence.
Johann finit par comprendre et réalise qu'il a complètement oublié l'inspection ce jour-là. Son père l'insulte à nouveau, le traitant de bâtard immature et montrant son mépris total pour lui. L'homme s'approche d'un pas lourd et menaçant, montrant que la situation est très sérieuse. Le protagoniste essaie à nouveau de se justifier, mais il est interrompu avant même de pouvoir commencer à parler. Gisant lève sa hache vers son fils, le menaçant et criant qu'il va lui écraser sa tête arrogante pour l'avoir ignoré. Le protagoniste se plaint mentalement d'avoir à peine survécu à tout ça pour maintenant devoir écouter ça, sans même avoir récupéré les pots. Mais avec un sourire, il réalise qu'il peut transformer cette situation en une grande opportunité. Johann commence donc à expliquer, disant qu'il n'était pas absent exprès et qu'il était en train de sauver des gens dans la forêt. À ce moment, un homme dans la foule crie le nom de Dell et court vers la petite fille inconsciente. Les larmes aux yeux, il serre sa fille dans ses bras et remercie Dieu qu'elle aille bien et soit en sécurité dans ses bras. L'homme continue de pleurer de soulagement d'avoir retrouvé sa fille saine et sauve après l'avoir cherchée si longtemps. Johann saisit l'occasion et explique que la jeune fille était encerclée par des loups et qu'il s'est battu pour la sauver. Les villageois sont choqués et il dit qu'il a rempli son devoir de fils de chevalier en les protégeant. Sur ce, le jeune homme s'incline respectueusement et promet de continuer à faire de son mieux pour la sécurité du domaine. Il demande même le poste de capitaine de la garde, laissant son frère Philippe avec une expression de colère. Dans ses pensées, le protagoniste se félicite pour sa grande performance et l'auto-promotion qu'il vient de réussir. Mais Gisant l'appelle sarcastiquement futur capitaine et demande où sont les loups, exigeant une preuve. Le jeune homme est furieux dans ses pensées car il ne s'attendait pas à ce que son père demande des preuves concrètes. Malgré tout, il essaie de continuer à jouer la comédie et insiste avec un sourire forcé qu'il ne ment à personne. Il en rajoute sur le mensonge, disant qu'il a même rencontré le légendaire grand loup noir, laissant certains sous le choc. Le visage de Gisant se remplit de rage, car le mensonge sur la créature légendaire était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sur ce, son père crie que son fils ose lui mentir en face et menace de lui arracher la bouche. Johann commence à transpirer et demande si son père veut un duel, proposant de prouver ses compétences sur le champ. Il ne voulait pas se battre car, malgré tout, Gisant était toujours son père. Avec un sourire confiant, Josin accepte le duel et dit qu'il veut voir à quel point son fils est réellement doué. Il ordonne ensuite au jeune homme de lever son épée et l'avertit que le duel se fera uniquement avec des armes. Johann a une expression de choc et de surprise car il ne s'attendait pas à cette condition spécifique. Dans ses pensées, il maudit son père de ne lui avoir jamais appris à utiliser une arme avant d'exiger cela. Au milieu de l'arène, le seigneur du territoire dit à son fils de dégainer son épée pour commencer le duel. Le protagoniste montre alors l'épée brisée qu'il a utilisée dans le combat contre les loups. Irritant son père, Josin ordonne à Philippe de prêter son épée à son frère et le jeune homme accepte avec une certaine hésitation. En lui tendant l'arme, Philippe conseille à Johann d'implorer le pardon car c'est le seul moyen de s'en sortir vivant. Mais le jeune homme refuse de s'excuser, estimant qu'il n'a rien fait de mal et qu'un homme ne fuit pas. Il pousse alors son frère de côté et dit qu'il espère apprendre beaucoup de ce duel avec son père. Josin enfile son casque de combat, se préparant pour le combat qui va commencer entre eux. Le protagoniste croit que montrer ses compétences obligera son père à le reconnaître, prouvant ainsi sa valeur. Avec un regard déterminé, il se concentre entièrement sur le combat qui décidera de son avenir dans cette famille. Soudain, les yeux de son père s'écarquillent et une expression de pure stupéfaction envahit son visage. Une aura rouge monstrueuse émane de l'épée de Johann et Josin se demande ce que c'est. Le jeune homme charge alors et attaque avec son épée qui s'entrechoque violemment contre la hache de son père. L'impact est si fort que la lame de la hache de Josin commence à se briser en plusieurs morceaux. La force du coup se propage le long de l'arme et frappe le seigneur du territoire qui grogne de douleur sous le choc. L'impact continue de se propager, montrant l'immense puissance de l'attaque du protagoniste contre son père. Josin est repoussé mais plante ses pieds dans le sol pour ne pas être projeté en arrière. Josin grince des dents de rage, contenant à peine sa fureur face à l'audace de son plus jeune fils. Complètement enragé, il lève sa hache et crie, traitant son propre fils de parasite inutile. Johann est frappé de plein fouet par le coup violent et sent l'impact parcourir tout son corps avec douleur. Ses frères regardent la scène, choqués, et réalisent que leur père est sérieux et pourrait achever le jeune homme. Le patriarche crie alors qu'il n'a jamais appris à son fils à se battre car il serait de toute façon inutile. Il continue d'insulter le garçon en disant que peu importe ses efforts, il ne le surpassera jamais. Josin semble devenir fou, hurlant que le domaine est à lui et que personne ne le lui prendra jamais. Blessé, Johann se demande ce qui prend à son père et s'il a perdu la tête à force de boire, mais il réalise vite que le sang qui coule sur son visage trouble sérieusement sa vision. Soudain, Philippe crie le nom de son jeune frère avec une expression de désespoir et d'inquiétude. Le protagoniste est surpris d'entendre ce cri et s'interroge sur la raison de cette réaction inattendue. Il lève alors le visage et regarde fixement son père avec un air déterminé, bien qu'il soit en mauvaise posture. La foule de villageois observe la scène, complètement horrifiée, incapable de faire quoi que ce soit. Avec ses dernières forces, Johann parvient à arrêter la lame de la hache en utilisant ce qui reste de son épée. La pression est immense et des étincelles jaillissent de partout alors que les deux mesurent leur force au milieu de l'arène.
Mais l'épée du jeune homme ne résiste pas et se brise en morceaux, le laissant complètement désarmé. À genoux sur le sol, le protagoniste admet sa défaite avec les restes de l'épée à ses côtés. Josin s'approche alors et dit à son fils de rester à sa place et de ne plus jamais le défier. D'un regard menaçant, il l'avertit que s'il le revoit, il lui écrasera vraiment la tête pour de bon. Le seigneur du territoire tourne alors le dos à son fils et s'éloigne, le laissant seul et humilié. Seul dans l'arène, Johan est entouré par la foule qui le regarde en silence avec pitié dans les yeux. Dans un endroit plus isolé, quelqu'un commente que ce que Josan a fait à son fils était très injuste et cruel. À l'intérieur d'une église, un grand homme blond se plaint avec indignation du traitement que le jeune homme a reçu. Le père Valbert dit qu'un chevalier devrait avoir de l'honneur et se demande comment un père peut traiter son fils de cette façon. Pendant ce temps, Johan se fait soigner et dit avec un sourire forcé qu'il va bien et qu'au moins il a survécu. Le prêtre continue de se plaindre que Josin portait une armure complète et était probablement ivre pendant le combat. Le protagoniste soupire et s'avoue qu'il n'a jamais appris à se battre à l'épée et qu'il est très faible. Valbert essaie de le réconforter en disant que son père a beaucoup d'expérience au combat et qu'il a hérité des techniques familiales. Le prêtre mentionne qu'un chevalier du domaine voisin a réussi à vaincre 300 soldats serviteurs à lui tout seul. Johan est choqué d'apprendre qu'un seul chevalier peut être si fort et dit que c'est incroyable. Il réfléchit alors que la technique de combat est importante et qu'il a sous-estimé son père ivre. Le père Valbert entend le jeune homme mentionner le loup noir et son expression change pour une de surprise et de peur. Il attrape Johan par les épaules et lui demande s'il est vrai qu'il a vu la créature légendaire dans la forêt. Le protagoniste le confirme et dit que Joseph et Del ont aussi vu le monstre avant de s'évanouir. Le prêtre est choqué et commence à prier en remerciant Dieu, tandis que le jeune homme ne comprend rien. Valbert prend alors un vieux livre sur l'étagère pour montrer quelque chose d'important au jeune homme curieux. Il ouvre le livre et explique que depuis longtemps, les loups noirs sont considérés comme un grand tabou dans la région. Le livre montre l'image d'un loup transportant le corps d'une personne dans sa gueule dans une scène macabre. Les prêtres croient que ces créatures sont un présage de ruine et de destruction pour ceux qui les rencontrent. Selon de vieilles histoires, les loups noirs apparaissent toujours en apportant chagrin et perte aux gens. Johan reste silencieux un instant pendant qu'il traite les informations sur les loups noirs et leur signification. Il n'y croit pas vraiment, mais pense que le loup était un avertissement concernant le combat avec son père, et le prêtre est d'accord. Le prêtre sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, car les histoires sur les loups ne sont que de vieilles légendes. Il croit que Dieu l'aide parce que c'est une bonne personne qui fait passer les autres avant lui. Le protagoniste esquisse un sourire gêné et se demande s'il est vraiment une bonne personne comme le pense le père Valbert. Dans ses pensées, il admet que tout ce qui l'intéresse vraiment, c'est de gagner beaucoup d'argent pour bien vivre. Pendant ce temps, près du domaine Etz dans la baronnie de Brie, une scène de chaos et de terreur se déroule au milieu du feu et de la fumée. Des cris de désespoir résonnent partout alors que les gens implorent de l'aide. Une mère serre son enfant fort contre elle et crie désespérément à l'aide dans un moment de pure panique. Mais son appel est ignoré et quelque chose de terrible est sur le point d'arriver aux deux individus impuissants et effrayés. Dans un moment de cruauté, la vie de cette famille est brutalement écourtée sans aucune pitié. La main de l'une des victimes tombe sans vie sur le sol, montrant la fin tragique de cette nuit sanglante. Deux chevaliers discutent et l'un se demande pourquoi les gens essaient de fuir alors qu'ils vont de toute façon trouver la mort. L'autre est d'accord avec la cruauté de la situation mais ne montre aucun signe de remords pour ce qu'ils ont fait. Les mercenaires empilent alors les corps des victimes, se préparant à tout brûler et à effacer les preuves. Ils ne se soucient pas de la cruauté. Ils sont juste là pour faire un travail et être payés en or. Devant une grande porte enflammée, un chevalier s'agenouille devant une figure imposante et mystérieuse. Il informe son supérieur nommé Karamov que les mercenaires ont terminé le travail et lui remet la bague de la famille Brie. L'homme mystérieux tient la bague de la famille noble qui a été complètement anéantie en cette nuit de terreur. D'une pression de la main, il écrase la bague et prononce le nom de la famille Brie avec mépris dans la voix. Il se plaint qu'il avait de grandes attentes pour Brie, mais le chevalier n'a même pas tenu 2 attaques. Karamov se présente alors comme l'épée du Saint-Empire et le représentant de l'empereur. Il dit qu'il est aussi le collectionneur de sceaux et qu'il punira tous les nobles corrompus sur ordre de sa majesté. Le mystérieux guerrier promet de l'or et un honneur sans fin à tous ceux qui se tiennent aux côtés de l'empereur. D'un geste, il ordonne à ses hommes d'avancer et de tout détruire sur leur passage sans pitié. Ses soldats aux yeux rouges et aux boucliers de loup-souris et annoncent que le domaine Etz est le prochain. De retour dans l'étrange vision du protagoniste, les deux guerriers continuent leur combat intense et mortel. Le mystérieux chevalier part un coup avec aisance et regarde son adversaire avec un air de mépris. Le guerrier en armure noire semble être beaucoup plus fort et plus habile que son adversaire au combat. D'un mouvement rapide et précis, il parvient à désarmer son ennemi, le laissant complètement vulnérable. L'épée de l'adversaire vole dans les airs alors que le chevalier se prépare pour le coup final décisif. D'un seul coup, la tête du guerrier est séparée de son corps rapidement et brutalement. Le corps du chevalier tombe sans vie sur le sol alors que le sang jaillit partout dans l'arène de combat. Son casque roule sur le sol, montrant la fin tragique et solitaire de cette confrontation sanglante. Dessous le casque, un visage sans vie est révélé, laissant le spectateur choqué par la scène. La caméra zoom et révèle que le guerrier vaincu était en fait le protagoniste de l'histoire.
Johann se réveille alors brusquement avec un cri de désespoir, en sueur et haletant dans son lit. Il s'assoit dans son lit et essaie de se calmer, réalisant que ce n'était qu'un cauchemar. Le jeune homme met une main sur sa tête et prend une profonde inspiration, encore secoué par l'intensité du mauvais rêve. Depuis qu'il a vu le loup noir, il fait le même cauchemar depuis des jours, incapable de se reposer. Il se souvient des paroles du prêtre sur le loup noir, présage de malheur et de catastrophe. L'image de la créature hurlant à la lune rouge continue de hanter ses pensées. Le jeune homme essaie de chasser ses pensées, se rappelant que le prêtre a dit que ce n'était qu'une vieille légende. Il se souvient aussi que les prêtres appellent la créature le signe de la ruine, ce qui le rend encore plus tendu. Le protagoniste se moque de lui-même, disant que ce n'est pas comme s'il avait fait quelque chose de mal au loup pour mériter tant de malchance. Il se souvient alors de la scène où il a écrasé la tête du monstre avec un rocher géant et se sent un peu embarrassé. Avec un sourire penaud, il s'avoue qu'il a peut-être un peu provoqué la colère de la créature. Le jeune homme décide alors de mettre de côté ses pensées inutiles et de se concentrer sur son entraînement pour devenir plus fort. Sur une colline au coucher du soleil, il commence sa routine d'exercice avec détermination et concentration. Soudain, une voix le traite de gamin inutile et l'interrompt pendant son entraînement intensif de fin de journée. Ce sont ses frères aînés qui lui rappellent les paroles de leur père de faire profil bas et de rester tranquille. Il continue de se moquer de lui, le traitant d'arrogant pour penser encore qu'il est fort même après s'être fait botter les fesses. Les deux l'accusent d'être tout en gueule et rien dans les bras, disant que couper du bois ne le rendra pas plus fort. Il se moque de ses compétences, disant que briser une bûche n'est qu'un tour de bas étage, un sourire aux lèvres. Johann écoute en silence les moqueries sur le fait qu'il ne pourra jamais rejoindre la garde. Il serre alors le poing et se concentre sur l'arbre en face de lui, se préparant à montrer sa force. D'un seul coup de poing, il brise le tronc de l'arbre en plusieurs morceaux avec une force impressionnante. Les yeux de ses frères sortent de leurs orbites et leurs mâchoires tombent de stupeur, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. Le protagoniste brise l'arbre en deux d'un seul coup, montrant le résultat de son entraînement intense. Il se tourne alors vers ses frères avec un sourire mauvais et les invite à répéter ce qu'ils viennent de dire. Effrayés, les deux frères filent en promettant de tout raconter à leur père. Johann soupire et les traite d'idiots pathétiques pour ne pas penser à la façon dont ils subviendront à leurs besoins à l'avenir. Il décide alors de ne plus se soucier des autres et de reprendre son entraînement pour devenir plus fort. Soudain, une voix derrière lui l'interrompt en disant que ce que ses frères ont dit sur leur père était vrai. C'est Philippe qui s'approche et confirme que leur père n'a aucune intention de le nommer à un quelconque poste. Le protagoniste n'est pas surpris et dit qu'au moins il n'a pas été envoyé à la potence, ce qui est un soulagement. Le frère aîné lui demande s'il n'est pas déçu, mais Johann dit qu'il trouvera un autre moyen de gagner sa vie. Philippe révèle alors que leur père a peur de son jeune frère, c'est pourquoi il le traite avec un tel mépris. Johann se tait et son expression devient sérieuse en entendant la révélation choquante de son frère. Philippe explique que sa force est une menace pour leur père qui préfère des fils obéissants et soumis. Il continue en disant que leur père veut des fils comme lui, qui lui obéissent, et que Johann est trop indépendant. Johann croit qu'un jour la force de son fils lui prendra tout comme il l'a fait à son propre père. Le jeune homme est surpris par l'histoire mais en rit vite, qualifiant tout cela de ramassis de bêtises. Philippe demande alors à un serviteur d'apporter un sac et se prépare à donner quelque chose à son jeune frère. Le serviteur ouvre le sac et révèle son contenu au protagoniste qui est curieux de voir ce que c'est. Les yeux de Johann s'écarquillent de surprise alors qu'il se demande ce qu'il y a dans le sac. Le frère aîné explique que c'est un manteau et une plaque de poitrine d'armure qui étaient entreposés dans le château. Il dit qu'il n'est pas assez stupide pour rejeter quelqu'un de capable et qu'il n'est pas comme leur père. Avec un regard déterminé, Johann écoute attentivement les paroles de son frère aîné Philippe. Philippe promet que lorsqu'il deviendra le seigneur du domaine, il le nommera capitaine de Heletsgard. Johann rétorque en criant qu'il ne cherche jamais les ennuis en premier lieu, se défendant contre les accusations de son frère aîné. Philippe lui lance alors quelque chose et se tourne pour partir, laissant le protagoniste seul avec le cadeau. Le frère aîné s'éloigne avec son serviteur alors que le soleil se couche à l'horizon dans une belle scène. Le protagoniste les regarde partir et un sentiment étrange l'envahit soudainement. Il regarde alors la plaque de poitrine de l'armure et réalise que c'est exactement la même que dans son cauchemar. Les yeux écarquillés, il se demande si porter cette armure le mènera à la même fin tragique que dans son rêve. Mais pour une raison quelconque, il sent qu'il peut surmonter ce destin et changer le cours de son histoire. Même sans aucune preuve, il fait confiance à son instinct et décide de porter l'équipement qu'on lui a donné. Il enfile l'armure et la cape, se sentant plus fort et mieux préparé pour la suite. Le soleil se couche complètement et la nuit arrive, apportant de nouveaux défis et aventures pour le jeune homme. Dans une taverne locale, les villageois discutent avec enthousiasme des événements récents du village. Un homme dit à tout le monde que Johann est un héros pur et juste qui a sauvé d'elle et Joseph des loups. D'autres sont d'accord, disant qu'il est bien plus noble que son père, qui est un ivrogne et un coureur de jupons. Un homme encapuchonné écoute la conversation et glousse doucement en tenant sa chope de bière. Un autre villageois serre sa chope si fort qu'elle se brise alors qu'il est d'accord avec les critiques envers le seigneur. Le père de Dell annonce alors que c'est sa tournée et que tout le monde peut boire autant qu'il le souhaite.
Il lève sa chope et porte un toast au jeune Johann, le juste chevalier qui a sauvé sa fille du danger. Un des hommes demande à l'étranger encapuchonné qui il est, car il ne l'a jamais vu dans les parages. Le personnage mystérieux commente sarcastiquement que les villageois n'ont pas peur de dire du mal de leur seigneur devant un étranger. Les deux hommes deviennent nerveux et restent sans voix, réalisant la gaffe qu'ils viennent de faire avec le nouveau venu. Avec un sourire sinistre, l'homme encapuchonné dit que leur histoire est intéressante et demande plus de détails. Les deux villageois sont complètement terrifiés par le regard menaçant de la figure mystérieuse dans la taverne. Il exige d'en savoir plus sur Johann Etz alors que la nuit s'épaissit sur le village de Baltrodon dans une atmosphère de tension. Le protagoniste traverse le village en sifflotant joyeusement et en rêvant de son avenir de capitaine. Il imagine que lorsque Philippe deviendra le seigneur, son chemin doré vers la gloire sera enfin ouvert. Soudain, il s'arrête et regarde sur le côté comme s'il avait remarqué quelque chose d'étrange au milieu de la rue. Il aperçoit un homme ivre évanoui par terre et pense qu'un futur capitaine ne peut pas simplement ignorer un citoyen. Avec un sourire, il s'approche pour aider et propose de raccompagner l'homme chez lui. Mais en touchant l'homme, il sent quelque chose de froid sur son cou et son expression change pour une de surprise. Le prétendu ivrogne est en fait un assassin qui l'attaque par surprise avec un poignard à la gorge. Le protagoniste est choqué et figé par l'attaque inattendue au milieu de la rue du village. Une petite maison en bois au loin semble être le seul refuge dans l'obscurité de cette nuit dangereuse. D'un mouvement rapide, Johann parvient à se libérer de l'attaque et à s'éloigner du mystérieux assassin. Il se demande si l'attaque était l'œuvre de son père, mais écarte l'idée car il serait venu personnellement. Il pense alors à sa belle-mère et à Philippe, mais doute aussi que son frère lui ferait une chose pareille. Le jeune homme est frustré de ne pas pouvoir deviner qui a envoyé l'assassin pour l'achever. Il se tourne vers l'homme encapuchonné et lui demande ce qu'il veut avec une expression sérieuse et déterminée. Le protagoniste offre tout ce qu'il a en échange de sa vie, mais l'assassin ne semble pas intéressé. L'homme mystérieux répond froidement qu'il a déjà bien plus d'argent qu'il n'en faut pour ses besoins. Johann devient désespéré car si l'argent n'est pas le mobile, il n'a aucune idée de ce que veut l'assassin. L'assassin dit alors qu'il va poser une question au jeune Johann et le menace avec son poignard aiguisé. Il prévient que s'il n'aime pas la réponse, il n'hésitera pas à agir. Le poignard de l'homme est taché de quelque chose de sombre et il le presse contre le cou du protagoniste. Johann devient nerveux et se demande si l'homme l'éliminera s'il répond mal à la question. Il se souvient d'un entretien d'embauche de sa vie passée et se prépare à donner la réponse parfaite. L'assassin se prépare alors à poser la question et le jeune homme rassemble son courage pour écouter et répondre. Avec un regard mystérieux sous sa capuche, l'homme se penche pour poser sa question décisive. Il complimente le physique du protagoniste et lui demande s'il est vraiment le fils de ce porc, Gisant Etz. Johann est complètement abasourdi par la question et ne sait pas comment réagir à une demande aussi étrange. Il grince des dents de colère et se demande ce qu'il devrait dire pour sauver sa vie à ce moment-là. Très nerveusement, il répond que parfois un lion peut naître d'une lignée de porcs. L'assassin reste silencieux un instant, ce qui rend le protagoniste encore plus tendu face à la situation. Johann se demande s'il a donné la mauvaise réponse et si son sort est déjà scellé à cause de cela. Soudain, l'homme encapuchonné se met à rire bruyamment et de façon inquiétante, laissant le jeune homme confus. L'assassin dit qu'il a aimé la réponse mais refuse de le laisser partir, ce qui le désespère. Avec un sourire sinistre, il dit qu'à partir de ce moment, Johann Etz lui appartient et à personne d'autre. Le protagoniste est sous le choc, incapable de comprendre ce que l'homme mystérieux veut dire par ces mots. On découvre que le nom de l'assassin est Kagal, le maître empoisonneur de la guilde de Niso et le plus grand assassin de l'Empire. Il a perfectionné son maniement de l'épée à travers d'innombrables missions et est devenu connu sous le nom de serpent venimeux. Cependant, Kagal avait un sérieux problème. Il ne trouvait pas de successeur pour hériter de ses techniques. Il a cherché partout mais n'a trouvé que des insectes inutiles qui ne pourraient jamais vraiment lui succéder. Certains montraient même du potentiel mais étaient trop attachés à l'honneur et refusaient de devenir des assassins. Un chevalier a refusé d'apprendre les techniques, disant qu'il préférait mourir sur le champ plutôt que de souiller son honneur. Sans hésitation, Kagal a exaucé le vœu de l'homme et l'a éliminé sans aucune pitié au milieu de l'arène. Plus de 30 héritiers de familles de chevaliers ont connu la même fin aux mains du maître assassin. Impatient, il a rendu visite à la sorcière de l'Empire à la recherche d'une solution à son problème de succession. La sorcière a dit que le disciple qu'il cherchait se trouvait dans un petit territoire rural et oublié. Elle a révélé qu'il était l'un des fils du seigneur ivrogne et coureur de jupons du château des Hedz. Kagal doutait que son successeur se trouve dans un endroit aussi misérable où une pièce pouvait acheter la moitié des terres. La sorcière a ri et a dit qu'elle lui rendrait son argent si sa prophétie ne se réalisait pas comme promis. L'assassin a accepté le pari car il savait qu'on ne pouvait pas simplement prendre de l'argent à une sorcière. Il a décidé de la croire car il avait déjà perdu trop de temps et n'avait nulle part ailleurs où chercher. Mais même en arrivant au domaine des Hedz, le doute sur la prophétie le tourmentait encore. Il a décidé que si le garçon ne lui plaisait pas, il l'éliminerait sur le champ sans la moindre hésitation. De retour au présent, Kagal dit qu'il n'a plus de temps à perdre et que Johann sera son successeur. Il donne au jeune homme le choix d'apprendre son art de l'épée ou de mourir sur le champ de sa main.
Le protagoniste est choqué par cette proposition inattendue et ne sait pas comment réagir à la situation. Dans un moment de désespoir et de confusion, il crie et demande combien il doit payer pour apprendre. Cagal s'irrite et lui crie en retour qu'il n'accepte pas d'argent pour la leçon d'escrime. Les yeux de Johan se mettent à briller de cupidité quand il réalise qu'il va recevoir des leçons gratuites d'un maître. Les yeux brillants, le jeune homme dit qu'il a attendu toute sa vie quelqu'un comme le maître assassin. Cagal l'avertit alors que son art de l'épée est celui d'un assassin, pas d'un chevalier honorable. Il l'avertit qu'apprendre ces techniques fera de lui une honte pour sa famille pour le reste de sa vie. Mais Johan crie qu'il se fiche de l'honneur ou de la honte et supplie l'homme de lui enseigner. L'assassin accepte, disant qu'il n'a jamais rencontré un gamin comme ça de toute sa vie de recherche. Le protagoniste se souvient alors de quelque chose et interroge son nouveau maître sur un détail important. Les yeux brillants d'argent, il demande s'il recevra une allocation s'il apprend bien ses leçons. Cagal regarde le jeune homme avec une expression sérieuse, pensant que ce gamin est vraiment différent de tous les autres. Au château des Heads, le seigneur du territoire se prépare à partir à cheval avec quelques gardes. Il annonce que l'inspection est terminée et qu'il sera absent un moment, laissant sa femme et son fils aîné. Philippe lui fait ses adieux et déclare qu'il s'occupera du château pendant que son père sera en voyage d'affaires. La belle-mère de Johan dit que peu importe à quel point son beau-fils se bat, le château sera un jour à elle. Mais Philippe la coupe, disant que le prochain seigneur du château sera lui et personne d'autre dans sa famille. Gisant se plaint qu'il est fatigué de leur querelle et leur dit de faire ce qu'ils veulent. Le fils aîné lui rappelle alors que Johan n'est toujours pas revenu et demande ce qu'il doit faire. Le seigneur grince des dents de colère rien qu'en entendant le nom du plus jeune fils qu'il a défié. Philippe a peur de la réaction de son père mais garde son sang-froid et attend une réponse claire. Gisant dit alors de ne pas perdre de temps avec ce gamin car sa vie ne compte pas pour lui. Le fils aîné acquiesce et s'excuse auprès de son père, montrant son obéissance et sa soumission. Dans ses pensées, Philippe se demande où est Johan et ce qu'il fait en ce moment dans la forêt. Cagal dit qu'il doit vérifier les compétences du jeune homme avant de commencer l'entraînement. Le protagoniste demande à emprunter une épée, expliquant qu'il casse trop souvent la sienne en combat. L'assassin pense que le garçon est imprudent et qu'il n'aime rien chez lui, envisageant l'idée de l'éliminer. L'épée à la main, il demande à son nouveau disciple s'il est prêt pour le test de compétence. Johan confirme avec un sourire excité et se prépare à montrer tout son potentiel au maître. Les deux s'affrontent dans la forêt sombre et le jeune homme adopte une posture de combat très étrange et maladroite. Cagal soupire et pense que cette posture est terrible pour un fils de chevalier et décide de l'éliminer. Le garçon demande alors s'il peut se battre comme il veut et son maître l'autorise à utiliser n'importe quelle méthode. Avec un sourire sinistre, Cagal dit qu'il peut utiliser ses poings, des pierres ou des lames, car cela ne fait aucune différence. Le protagoniste brise alors l'épée qu'il a empruntée à main nue, choquant le maître. Le bruit de la lame qui se brise résonne dans la forêt tandis que des éclats volent de partout. Les yeux de Cagal s'écarquillent de surprise, incapable de croire à la force absurde du garçon. À ce moment-là, il réalise que tous ses doutes sur la prophétie de la sorcière étaient sans fondement. Les éclats d'épée reflètent le clair de lune tandis que le maître assassin fixe son nouveau disciple. Il réalise que le jeune homme est monstrueusement fort et que la sorcière avait raison sur son potentiel. Avec un sourire confiant, Johan se prépare à attaquer en utilisant seulement ses poings et sa force brute. La pleine lune illumine la scène tandis que les éclats d'épée tombent lentement autour d'eux. L'assassin est choqué par la pression de l'air généré par le coup de poing du garçon et se prépare à l'impact. Il sait que s'il est touché par ce coup, ses os et ses muscles seront complètement écrasés. Et ainsi Cagal comprend qu'il ne combat pas un humain mais un lion sauvage. Les yeux flamboyants de fureur, Johan charge, le poing prêt à frapper. Cependant, le maître assassin se déplace avec une vitesse incroyable et esquive facilement le coup. Cagal utilise sa technique du serpent, se déplaçant de manière fluide et imprévisible, déroutant le protagoniste. Le jeune homme est choqué par les mouvements du maître et ne peut prédire où il ira. L'assassin l'attaque alors avec le plat de la lame, le frappant de plein fouet avec un coup précis. Johan tombe au sol sous l'impact et crie de douleur en sentant la force de l'attaque de son nouveau maître. Il se relève avec difficulté tandis que Cagal l'observe de loin avec une expression sérieuse et froide. Le maître commande qu'il l'a frappé avec le plat de la lame et qu'il est surpris qu'il ne se soit pas évanoui. Il loue la résilience du garçon et dit que s'il était né 1000 ans plus tôt, il aurait été un héros légendaire. L'assassin l'avertit alors d'une faiblesse critique qui pourrait lui coûter la vie à l'avenir. Avec un regard sérieux, il l'avertit que si le jeune homme ne corrige pas ce défaut, il trouvera certainement la mort. Johan est choqué par cette révélation et se demande ce que son maître veut dire par cet avertissement. Cagal explique que le protagoniste ne peut pas contrôler sa force et que ce sera sa perte un jour. Le jeune homme doute de cette affirmation, disant que ce n'est pas comme s'il s'attaquait avec sa propre force. Le maître montre alors un jeu de poignard et prépare un nouveau défi pour son disciple. Il prend son épée et met le garçon au défi de l'attaquer à nouveau de toute sa force et sa puissance. Avec un regard de défi, il promet que si le jeune homme parvient à briser son épée au lieu de la sienne, les yeux du protagoniste brillent de cupidité au mort et son expression change instantanément. Il accepte le défi sur le champ et court vers le maître en lui criant de tenir sa promesse. Le jeune homme se prépare alors à attaquer en utilisant un arbre comme arme improvisée.
Le choc entre les deux armes est violent et des étincelles jaillissent de partout sous la force de l'impact. Le protagoniste sent le recul du coup et grince des dents contre la force que son maître utilise. Quelque chose coule de son œil et il réalise que l'impact du combat pèse sur son corps. Le jeune homme se souvient de son combat avec son père et réalise que la situation est très similaire à la précédente. Kagal dit alors que le garçon a perdu contre sa propre force et qu'il doit apprendre à la contrôler. Il l'avertit que s'il n'apprend pas à contrôler sa puissance, il connaîtra une fin tragique et inévitable. Le maître lance un fragment de lame qui s'incruste dans l'armure du disciple comme un test d'habileté. Avec un regard déterminé, Johan comprend qu'il doit apprendre à contrôler sa force pour survivre. Kagal l'observe et dit que lorsqu'il apprendra à contrôler sa puissance, des choses incroyables seront possibles. Avec le fourreau de l'épée, le maître porte un coup rapide et précis à l'armure du protagoniste. Le jeune homme a à peine le temps de réagir et le fourreau tranche l'armure comme s'il s'agissait d'une lame aiguisée. Il est choqué de réaliser que son maître a réussi à couper son armure avec seulement le fourreau. L'assassin explique que lorsque vous contrôlez votre force, vous pouvez tout couper, même sans lame. Avec un sourire sinistre, il dit qu'il peut à peine imaginer à quel point le garçon deviendra puissant. Le maître dit alors que c'en est assez de parler et qu'il est temps de commencer le véritable entraînement. Il prévient que ce sera difficile et que le jeune homme pourrait même ne pas survivre au processus d'apprentissage. Avec un regard menaçant, il demande si le disciple est prêt pour le défi qui l'attend. Johan confirme avec un sourire confiant, disant qu'il est plus que prêt pour l'entraînement. Au château des Heads, la vie continue comme d'habitude pendant que le protagoniste commence son parcours d'entraînement. Un autre jeune homme en cape traverse le village en observant la résidence et l'activité locale. Fatigué et meurtri, Johan poursuit son entraînement intense avec son nouveau maître assassin. Il pense qu'il apprend à se retenir, mais il trouve toujours très difficile de contrôler sa force. Soudain, il regarde sur le côté et voit quelque chose qui attire son attention au milieu de la cour du château. Il aperçoit un groupe de soldats elfes avec des armures et des boucliers se tenant devant une porte. Le protagoniste s'approche et leur demande qui ils sont, mais l'un des gardes l'empêche de passer. Johan s'agace et conteste l'autorité des gardes à lui donner des ordres en ce lieu. Avec un sourire suffisant, le soldat se prépare à révéler son identité et celle de son groupe. Il dit qu'ils sont les loups des Aquitons, la guilde de mercenaires directement liée à sa majesté. Le protagoniste s'enthousiasme en entendant qu'ils sont des mercenaires et s'informe sur la paix. Les soldats rient et disent qu'ils gagnent 2 pièces d'or par mission, ce qui est bien plus que ce que gagne un capitaine. Ils disent aussi que ce qui compte, c'est l'habileté, pas la taille de vos muscles pour être un bon mercenaire. Les yeux de Johan brillent de cupidité alors qu'il pense à l'argent et envisage un changement de carrière. Un homme mystérieux en armure dorée observe de loin l'interaction du jeune homme avec les mercenaires. L'imposante silhouette s'approche du protagoniste d'un pas ferme et avec une présence intimidante. L'œil de Johan reflète l'image du mystérieux guerrier et il sent un frisson lui parcourir l'échine. Un sentiment étrange l'envahit et sa main se porte instinctivement sur la garde de son épée. Il se prépare à dégainer l'arme comme s'il faisait face à un ennemi mortel et puissant. Le jeune homme est confus et se demande pourquoi il réagit de cette façon à l'homme mystérieux. Un des chevaliers elfes lui crie dessus pour avoir osé dégainer son épée devant le seigneur Karamov, mais la figure mystérieuse l'arrête et dit que tout va bien. Monté sur un cheval blanc en armure dorée, Karamov fixe le jeune homme d'un regard intimidant. Avec ses yeux rouges brillants, il demande qui est le garçon qui a osé le défier avec une épée. Johan commence à transpirer et devient nerveux face à la présence imposante du mystérieux chevalier. Entouré par les soldats, il se présente comme Johan de la maison Heads, essayant de rester calme. Le guerrier en armure dorée lève une main vers son casque, se préparant à révéler sa véritable identité. Il retire alors son aume et montre son visage au protagoniste qui le regarde avec peur et curiosité. L'homme se présente comme Karamov, un chevalier de la garde impériale du Saint-Empire. Johan réalise que sa réaction était instinctive et qu'il a mis la main sur son épée sans même y penser. Il n'a jamais rien ressenti de tel, ni quand il a vu le loup noir, ni quand son père a essayé de l'éliminer. L'intention meurtrière de Karamov est si suffocante que le jeune homme se sent complètement paralysé par la peur. C'est comme s'il était un lapin sans défense face à un prédateur implacable et très puissant. Il se sent comme une proie devant un chasseur d'élite et la sueur coule sur son visage avec une voix froide et autoritaire. Le chevalier elfe dit au protagoniste de s'écarter de son chemin immédiatement. Le jeune homme continue de transpirer, son corps tremblant de peur devant l'aura écrasante du guerrier. Un frisson lui parcourt l'échine et il est complètement en état de choc face à la présence de l'homme. Les mercenaires se moquent de lui et lui disent d'être plus prudent la prochaine fois qu'il tombera sur quelqu'un. Un des soldats elfes rit et dit qu'il ne sait pas s'il y aura une prochaine fois pour le garçon effrayé. Une chevalière en formation nommée Jane demande à Karamov si c'est bien de laisser le jeune homme là avec un sourire narquois. Il dit qu'il ne veut pas faire de scène par une si belle journée. Il entre ensuite dans le château avec ses hommes, laissant Johan seul et confus par tout cela. Le protagoniste reste silencieux, pensant à l'arrivée soudaine d'un chevalier de l'empereur. Philippe est choqué d'apprendre l'arrivée de Karamov et se précipite pour l'accueillir dans la cour du château. Il se demande pourquoi une figure si importante viendrait dans un endroit oublié comme celui-ci. À bout de souffle,
Il se présente comme le prochain seigneur de la maison Eds et demande la raison de la visite. La belle-mère de Johann apparaît avec son fils, John, et complimente le chevalier de l'empereur sur sa beauté avec un sourire séducteur. Elle dit qu'elle se serait mariée plus tard si elle avait su qu'il existait. Elle l'invite ensuite à entrer dans le château, mais Karamov semble ignorer complètement sa présence. Philippe est agacé par l'attitude de la femme et se demande si le chevalier l'écoute même. Le guerrier en armure dorée entre alors dans le château et s'assoit sur le trône du seigneur sans permission. D'une voix froide et autoritaire, il demande où est Gisant, le seigneur de ces terres. Philippe et sa belle-mère sont choqués par l'audace du chevalier et ne savent pas comment réagir. Le jeune héritier tente de le réprimander pour s'être adressé à son père de manière si irrespectueuse, mais la belle-mère l'interrompt en disant qu'il n'y a rien de mal à cela car il est le plus grand chevalier de l'Empire. Philippe réalise que la femme essaie de profiter de l'occasion pour promouvoir son propre fils. Karamov crie alors à tout le monde de se taire et de disparaître de sa vue immédiatement. Il demande à boire et dit qu'il attendra le seigneur gisant à l'intérieur du château. L'épée à la main, il attend patiemment l'arrivée du seigneur de la maison Eds pour un règlement de compte. Pendant ce temps, Johann poursuit son entraînement intense, perfectionnant ses compétences avec son maître. Karamov retire son aume, révélant son visage confiant alors qu'il attend la confrontation à venir. Les deux guerriers semblent être sur une trajectoire de collision et leurs destins se croiseront bientôt. Pendant l'entraînement, Kagal crie à son disciple de se concentrer et de ne pas se laisser distraire. Le jeune homme grince des dents de douleur en essayant d'esquiver les attaques rapides et précises de son maître. Une petite coupure apparaît sur son cou, montrant qu'il n'a pas pu esquiver le coup à temps. L'assassin l'avertit que si les poignards avaient été empoisonnés, il serait déjà sans vie. Le protagoniste s'excuse et dit que quelque chose cloche. Comme des chevaliers de l'empereur sont arrivés au village, il trouve étrange que des chevaliers extérieurs contrôlent l'entrée du château qui appartient à sa famille. Avec une expression sérieuse, il dit que cela n'a aucun sens pour eux de fermer les portes et de contrôler l'accès. Kagal demande ce qu'il peut y faire même si la situation est suspecte et étrange. Le maître explique que Karamov est le guerrier le plus fort du continent et le pouvoir central de l'Empire. Johann est surpris et demande si le chevalier elfe est plus fort que son maître assassin. L'assassin reste silencieux un moment, une expression sérieuse et pensive sur son visage. Il admet alors que s'il devait affronter Karamov, il fuirait sans la moindre hésitation. Le protagoniste dit qu'on ne connaît l'issue d'un combat qu'après sa fin, mais il se prend une claque de son maître. Kagal lui crie de rester à sa place, disant qu'il peut à peine contrôler sa propre force. Il le traite de gamin qui ne connaît même pas les bases de l'escrime et n'a aucune chance contre le chevalier. Mais avec un regard déterminé, le jeune homme dit qu'il s'entraînera et se préparera à tout ce qui arrivera. Le maître soupire et accepte le défi de son disciple têtu, lui disant de retourner à l'entraînement. Les deux commencent alors à s'entraîner intensément, le choc de leurs lames résonnant dans la forêt. Kagal l'attaque à plusieurs reprises en lui criant de continuer à essayer sans abandonner l'entraînement. Le jeune homme donne tout ce qu'il a pour suivre les mouvements de son maître et apprendre ses techniques. Kagal continue de lui mettre la pression avec des attaques rapides et précises, testant les limites de son disciple. Avec une expression furieuse, le maître crie au jeune homme de continuer à essayer sans s'arrêter pour se reposer. Le protagoniste se demande pourquoi il n'arrive pas à toucher son maître. Même avec toute sa force brute, il se plaint de ne même pas pouvoir couper le fourreau de l'épée et se sent frustré par son manque de compétences. L'assassin lui enseigne alors le flux de la force et comment la concentrer à la pointe de l'épée pour une frappe. Il dit au jeune homme de ne pas balancer l'arme aveuglément mais de transférer la force à la pointe de la lame. Au fil du temps et de l'entraînement, Johann commence à comprendre ce que signifie contrôler sa force. Kagal remarque que le son de l'épée du garçon devient plus aigu et est surpris par ses progrès. L'entraînement se poursuit intensément et les deux échangent des coups dans une danse mortelle dans la forêt sombre. Le protagoniste sent qu'il prend enfin le coup de main et se prépare pour une frappe décisive. Avec la bonne quantité de force, il concentre toute son énergie à la pointe de l'épée pour l'attaque. Ses yeux brillent d'une lumière bleue intense alors qu'il se prépare à montrer son nouveau pouvoir à son maître. Kagal remarque le changement chez le jeune homme et sent que le prochain coup sera dangereux s'il ne se défend pas. Les deux se chargent alors l'un l'autre dans un choc de lame et de technique d'assassinat. D'un seul coup précis, Johann réussit enfin à couper la pointe du fourreau de l'épée de son maître. Avec un sourire jusqu'aux oreilles, il célèbre son exploit et crie qu'il a réussi à le couper. Il dit qu'il a enfin pris le coup de main et que ce n'était pas aussi difficile que ça en avait l'air au début de l'entraînement. Kagal l'observe en silence, pensant que ce devait être juste un coup de chance de la part du garçon. Le maître appelle alors son disciple pour un nouveau défi, se préparant à le tester une fois de plus. L'épée à la main, il prévient que cette fois il ne se retiendra pas et lui dit d'attaquer à nouveau. Le protagoniste utilise la technique du serpent de son maître et l'attaque avec une aura bleue impressionnante. Kagal est surpris par l'habileté du jeune homme et esquive le coup d'un bond en arrière à la dernière seconde. Johann célèbre sa victoire en sautant de joie d'avoir vaincu son maître une fois de plus à l'entraînement. L'assassin est choqué et se demande quel genre de gamin il est pour apprendre si vite. Il ne lui a appris qu'à contrôler sa force, mais le garçon utilise déjà la technique secrète, la langue du serpent. Le jeune homme a parfaitement absorbé une technique qu'il n'avait vue qu'une seule fois le jour de leur rencontre.
Et à l'étonnement du maître, il l'utilise plus parfaitement que le créateur de la technique lui-même. Cagle reste silencieux un moment, assimilant le talent absurde de son nouveau et unique disciple. Son expérience lui dit qu'à moins d'un miracle, il ne sera plus capable de vaincre ce garçon. Le maître de la guilde la plus puissante de l'Empire soupire et murmure que son disciple est un véritable monstre. Pendant ce temps, le protagoniste célèbre joyeusement le fait d'avoir appris la technique et assuré sa subsistance. Cagle annonce alors que ses enseignements sont terminés et qu'il quittera la forêt à l'aube. Le jeune homme est surpris et demande si c'est déjà fini alors qu'il commence à peine à maîtriser l'épée. Le maître admet à contre-cœur que son disciple est déjà devenu plus fort que lui en moins d'une semaine. Il se dit satisfait que sa maîtrise de l'épée ne disparaîtra pas et dit au garçon de vivre comme il le souhaite. L'assassin fait ses adieux et dit au jeune homme qu'il a travaillé dur pour atteindre ce niveau de puissance. Le protagoniste demande s'il part vraiment et le maître confirme, disant qu'il ne reste jamais longtemps au même endroit près du feu de camp. Cagle dit que ce n'est pas parce qu'il est un assassin, mais à cause de sa nature. Le garçon demande alors s'il sait quelque chose sur les présages sinistres comme le loup noir qu'il a rencontré. Il lui parle de sa rencontre avec la créature et du cauchemar récurrent où il perd la tête. Le protagoniste dit que lorsque le maître est apparu, il a pensé qu'il était le présage de sa propre mort. Cagle répond que la malchance n'a pas de forme fixe et que s'il l'avait éliminé, cela aurait été le signe. Autour du feu de camp, l'assassin se prépare à donner quelques conseils à son disciple avant de partir. Il lui conseille de trouver une arme adaptée à sa force, comme une arme en acier de Dany. Cet acier est un métal légendaire infusé de magie que l'on ne trouve que dans des ruines antiques. Comme sa méthode de forgeage a été perdue, les armes qui en sont faites sont extrêmement rares et précieuses. Le jeune homme demande si c'est cher et son maître lui répond qu'il ne pourrait pas se l'offrir même en économisant toute sa vie. Johan ne comprend pas la recommandation, mais le maître dit qu'il voulait juste lui montrer sa situation pathétique. Cagle lui conseille alors de fuir s'il voit quelqu'un utiliser une arme en acier de Dana, même de loin. Le jeune homme acquiesce et dit qu'il gardera ce conseil à l'esprit pour ne pas sous-estimer ses adversaires. L'assassin se lève alors et se prépare à partir, laissant le protagoniste seul dans la forêt. Il donne un dernier conseil au garçon, lui disant de ne pas combattre des adversaires qu'il ne peut pas vaincre. Si un combat est inévitable, le maître dit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour gagner à coup sûr. Avec un air sérieux, le jeune homme écoute les paroles de son maître et les grave dans sa mémoire. Cagle fait alors ses adieux avec une dernière requête, que son unique disciple ne trouve pas la mort. La principale leçon de l'assassin est que le garçon doit fuir si c'est dangereux et éliminer s'il ne peut l'éviter. Les mains jointes, Johan promet de se souvenir des paroles de son maître et de survivre à tout prix. Pendant ce temps, au château des Hêtes, le chevalier est toujours là, et une atmosphère de tension et de mystère plane. Une femme demande à Karamov si la boisson est à son goût pendant qu'il est assis sur le trône. Le chevalier elfe se plaint du goût et jette la coupe, la fracassant contre le mur. Karamov dit que la seule boisson meilleure que celle-ci se trouve dans les appartements du seigneur Jezan et déplore la situation. La belle-mère de Johan l'invite dans une pièce plus confortable, mais il l'ignore complètement. Avec un sourire séducteur, elle insiste en disant que la chambre du seigneur est très confortable et qu'il ne le regrettera pas. Elle suggère qu'ils pourraient passer un moment merveilleux ensemble, mais le chevalier ne semble pas intéressé. D'une voix froide et tranchante, il dit à la femme de disparaître de sa vue et de le laisser seul. La belle-mère est choquée par le rejet et essaie de se justifier en disant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Karamov l'informe que le seigneur Jezan arrivera tard dans la nuit et ses yeux brillent d'une lueur rouge. Avec un sourire sinistre, il dit qu'il commençait à en avoir assez d'attendre et qu'il va s'amuser un peu. Le chevalier révèle alors ses véritables intentions et se prépare pour le divertissement connu sous le nom de massacre. Philippe entend les cris venant de l'extérieur de la pièce et est terrifié par ce qui se passe dans le château. De retour dans la forêt, Johan sent quelque chose d'étrange dans l'air et un mauvais pressentiment l'envahit soudainement. Les yeux écarquillés, il se demande ce que sont cette fumée et ce feu qu'il voit à l'horizon lointain. Il aperçoit alors le village complètement en flammes et se demande pourquoi l'endroit est en feu. Pendant ce temps, le père de notre garçon, Gisant, rentre chez lui et se demande ce qui peut bien se passer. Un de ses hommes dit alors que les flammes semblent intenses et qu'il devrait rentrer immédiatement. Sans une seconde d'hésitation, il éperonne son cheval pour qu'il galope aussi vite que possible. Et c'est ainsi qu'il arrive à toute vitesse aux portes du château, prêt à découvrir ce qui s'est passé. Cependant, les gardes elfes à l'entrée se moquent de lui, le traitant de traînard et de seigneur cochon. Ils lui disent de se dépêcher car la patience du seigneur Karamov n'est pas vraiment infinie. Dès que les portes s'ouvrent, les yeux de Gisant s'écarquillent de choc et de terreur, car la cour du château est jonchée de corps sur le sol pavé. De plus, on peut voir le désespoir sur les visages des victimes qui n'ont eu aucune chance. Totalement horrifié par la scène, le seigneur peut à peine parler et demande ce que tout cela signifie. Soudain, un pied géant en armure dorée frappe lourdement le sol devant lui. C'était le chevalier Karamov qui dit froidement que Gisant est enfin arrivé, et qu'il est en retard. Gisant a des sueurs froides, sans voix, serrant fermement le manche de sa hache jusqu'à ce qu'il explose de rage et hurlant demandant ce que diable Karamov fait là. Le chevalier accuse alors Gisène de comploter une attaque et une trahison contre l'empereur, et pour cette raison,
il déclare que la famille S sera complètement anéantie. Gisant hurle que c'est ridicule et que ce n'est qu'une purge pour le piéger. Il défie alors le chevalier, lui demandant pour qui il se prend pour faire une chose pareille. Imperturbable, Karamov l'ignore simplement et ordonne de sonner de la trompette, puis il leur ordonne de récupérer le sceau de la famille et de purger tout le territoire. L'ordre donné, l'armée d'elfes charge pour rayer le territoire de la carte. Juste après, le village entier commence à prendre feu dans une scène de pure destruction. Au milieu des flammes, un soldat elfe s'approche du père Valbert, qui est à genoux, et le traite de cruel. Puis le soldat le questionne sur le fils illégitime du seigneur et menace de mettre fin à ses jours. Mais juste au moment où le soldat lève son épée pour achever le prêtre, notre garçon apparaît de nulle part et d'un mouvement rapide, Johan défend le prêtre en bloquant l'attaque avec son épée. Le père Valbert est sous le choc, l'épée du soldat à quelques centimètres de son cou, et en levant les yeux, il reconnaît notre héros qui l'appelle aussi par son nom. Johan demande alors ce qui se passe et le prêtre répond que l'armée de l'empereur est devenue folle. Il ajoute aussi que le seigneur gisant a probablement déjà connu le même sort tragique. Notre protagoniste est complètement anéanti par la nouvelle que même son père pourrait être mort. Pendant ce temps, les flammes continuent de consumer les maisons en bois du village. Valbert dit qu'ils veulent tout brûler et Johan dit qu'ils doivent se rendre au château rapidement. Soudain, notre garçon entend une voix familière, s'arrête net pour regarder autour de lui et, en marchant un peu plus loin, il trouve une enfant au sol qui l'appelle à travers ses larmes. Il s'approche et lui demande si elle est d'elle, la petite fille qu'il a sauvée des loups. Soulagé qu'elle soit en sécurité, Johan lui dit que c'est dangereux et de partir d'ici rapidement. Cependant, au même instant, ses yeux s'écarquillent alors qu'il remarque quelque chose d'horrible derrière la fille. Le père de Dell a été touché par une flèche en protégeant sa fille, et elle crie son nom. Notre protagoniste est alors figé par le choc et la fureur à la vue de cette scène. Notre héros se souvient alors du père de Dell, un homme simple qui voulait juste protéger sa fille, et maintenant il voit le résultat tragique de cette lâche attaque sur le village. De plus, il se souvient d'une autre famille qui vivait heureuse et en paix dans le village. Mais cette paix a été brisée et ils ont tous connu une fin tragique et violente. Il se souvient aussi des hommes qui trinquaient dans la taverne en célébrant la vie, mais maintenant leurs corps gisent sans vie sur le sol. En voyant tout cela, notre protagoniste serre les dents, sentant la rage monter en lui. Et en voyant la petite main de Dell sur son père, il prend une décision cruciale. Il se tourne alors vers la fille et lui demande de rester avec le père Valbert pour sa sécurité. Juste après, notre héros se lève et commence à marcher au milieu du chaos. Le prêtre lui crie alors désespérément de ne pas y aller et qu'il doit partir d'ici. Mais notre protagoniste s'arrête de marcher et ignore complètement l'avertissement du prêtre. Il lève alors la tête et voit quelque chose d'horrible sur un étendard planté dans le sol, car la tête de son père, gisant, y est exposée pour que tout le monde voie la scène. Une pancarte les informe alors que le duc a été exécuté pour trahison envers l'empereur. Elle avertit également que quiconque touchera le corps sans permission subira la même punition. Notre garçon reste silencieux, assimilant la perte de son père et de tous les habitants du village. De l'autre côté, un soldat elfe le repère et demande ce que ce bâtard fait là. Leur chef se moque alors, pensant qu'il s'était enfui, et lui demande s'il est revenu pour trouver la mort. Mais sans dire un mot, notre héros charge et porte un coup. D'un mouvement rapide, il attaque Karamov, mais le chevalier part avec sa propre épée. L'impact des lames est si fort que des étincelles jaillissent de partout dans le combat. Puis l'épée de notre protagoniste commence à se fissurer sous la force du chevalier et, incapable de résister à la pression, la lame se brise en plusieurs morceaux. Karamov saisit alors l'occasion et l'attaque d'un coup puissant, l'envoyant voler. Notre héros roule alors sur le sol mais se relève rapidement, prêt à continuer le combat. Il se précipite alors vers l'ennemi avec un regard déterminé et furieux dans les yeux. Karamov sourit sinistrement et dit que le combat est assez divertissant pour lui. Notre protagoniste s'empare alors d'une autre épée sur un soldat tombé et repart à l'attaque. Il utilise la technique du serpent apprise de son maître pour frapper l'ennemi et, d'un mouvement rapide, il attaque avec les deux épées en même temps. Cependant, Karamov parvient à bloquer l'attaque avec son épée en acier de Dany. Une fois de plus, les épées de notre garçon ne supportent pas la pression et se brisent. Le chevalier contre-attaque alors avec une série de coups rapides et précis. Il utilise plusieurs épées qui flottent autour de lui pour attaquer notre héros de tous les côtés. D'un dernier mouvement, Karamov rassemble les épées et les lance de toutes ses forces. L'attaque frappe de plein fouet une statue de pierre qui se trouvait derrière notre garçon, et la statue est complètement pulvérisée par la puissance de l'attaque du chevalier. Finalement, Karamov dit que le combat a été très amusant pour lui. Il termine en disant que c'était si bon que ça ne se compare même pas à un coup de foudre. D'un coup puissant, l'un des soldats elfes est projeté en l'air par l'impact. Karamov dit alors que le combat s'avère vraiment amusant pour lui. Avec un sourire sinistre, il demande à notre héros de le divertir encore un peu. Puis il crie avec mépris, traitant notre garçon de bâtard de la famille aise. Bien que désarmé, notre protagoniste se relève, son épée à la main. Karamov se prépare alors à attaquer à nouveau avec sa gigantesque épée dorée. D'un mouvement rapide, il frappe la poitrine de notre héros d'un coup direct. Notre garçon essaie de se défendre avec ce qui reste de son épée, mais c'est inutile.
Le coup est si puissant qu'il est projeté loin en arrière sans aucune chance de se défendre, et Johan tombe donc au sol une fois de plus, complètement vaincu et blessé. Les deux se dévisagent à distance pendant que notre héros essaie de se remettre du coup. Soudain, le chevalier remarque quelque chose d'étrange et baisse les yeux vers son armure. Il se demande si sa légendaire armure de Dana est réellement fissurée. Les yeux écarquillés, il n'arrive pas à croire que notre garçon ait réussi un tel exploit, car pour un humain, briser l'acier de Dana devrait être totalement impossible. En colère, il demande alors qui diable est ce bâtard qui ose le défier. Pendant ce temps, notre protagoniste ramasse 2 épées sur les soldats tombés au sol. Les 2 épées à la main, il charge pour attaquer à nouveau le chevalier. Le chevalier peine à croire la puissance qu'il sent émaner du jeune homme et, d'un coup puissant, notre héros déchaîne quelques attaques sur lui. Karamov traite alors notre héros de brute écervelé qui ne fait que brandir son épée sans réfléchir et, d'un seul coup, il se défend facilement de l'attaque de notre garçon. Notre protagoniste utilise toute sa force, mais le chevalier ne bouge même pas sous l'impact. Johan utilise alors la technique du serpent pour reculer d'un pas et se repositionner. Karamov réalise que sa prédiction était juste et que le gamin ne s'est pas paré correctement. Il comprend que notre garçon se bat à l'instinct pur, sans aucune technique raffinée. Avec un regard sérieux, il réalise que le gamin est dangereux et qu'il doit mettre fin au combat rapidement. Il se prépare alors à frapper au moment où notre héros tentera une autre attaque. Notre protagoniste utilise alors la bannière de son père pour distraire le chevalier d'or. La bannière rouge tombe au sol et notre garçon saisit l'occasion pour avancer. Il piétine violemment la bannière, rendant les soldats elfes absolument furieux. Leur chef crie et ordonne à tous les soldats d'attaquer et d'achever notre héros. Les yeux brillants de rage, notre protagoniste se prépare au combat et, d'un seul coup de sabre, il tranche la tête d'un soldat qui hurle de terreur. Le soldat n'a même pas le temps de réagir et son corps tombe sans vie sur le sol. Un autre soldat charge en hurlant, mais notre héros le coupe impitoyablement en deux. Le soldat elfe hurle de douleur alors que notre garçon continue son carnage vengeur. Et ainsi, notre protagoniste marche à travers le feu et la destruction du village. Il se demande alors pourquoi il fait cela et se dirige vers le château. Pendant ce temps, le père Valbert serre la petite Delle dans ses bras et dit qu'ils doivent partir d'ici. Il pense alors que se rendre au château maintenant ne mènerait qu'à une mort vaine. Soudain, il entend son nom et se retourne pour voir qui l'appelle. À sa grande surprise, c'est son frère Philippe qui est vivant mais gravement blessé. Notre garçon s'approche alors et lui demande pourquoi il est revenu ici. Philippe lui dit de fuir car rester ici ne le mènera qu'à sa perte. Avec ses dernières forces, il retire son casque et essaie de donner quelque chose à notre héros. Le visage blessé, notre protagoniste tient le casque que son frère lui a donné. Et dans un dernier souffle, Philippe s'éteint, laissant notre garçon tout seul. Notre protagoniste se souvient alors des paroles de son père sur le fait de connaître sa place. Et il se souvient aussi du conseil de son maître de fuir lorsque les choses deviennent dangereuses. Il sait que le chevalier de l'empereur est un adversaire redoutable et que son maître l'avait prévenu. Mais il se souvient d'une autre leçon importante apprise de son maître assassin. Si un combat est inévitable, il doit achever son adversaire sans faute. Avec ce souvenir, il se dit que le moment est venu d'agir. Et avec une détermination nouvelle, notre protagoniste se lève, prêt pour la bataille. Il entre alors seul dans le château, son armure et son épée à la main. Les soldats elfes le voient et sont surpris par son apparition soudaine. L'un d'eux demande alors ce que ce bâtard fait là et où sont les gardes. Notre héros serre alors le poing et hurle furieusement le nom du chevalier, Karamov. Et d'un coup de poing puissant, il fait exploser la tête d'un soldat et crie à Karamov de se montrer. Notre héros frappe alors violemment le sol du pied, montrant que les choses vont devenir sérieuses. Son casque fissuré, il fait face à son adversaire avec un regard plein de détermination. Pendant ce temps, l'épée de Karamov dégouline de sang, ses runes brillant dans l'obscurité. Le chevalier commente alors qu'il a entendu dire qu'un des fils de la famille s'était échappé. Il se souvient alors que c'était Johannes, le même qu'il avait affronté devant le château. Mais notre garçon dit qu'il n'est pas d'humeur à faire les présentations avec ce type. Il dit alors à Karamov de le considérer simplement comme un humain très en colère contre lui. Le chevalier se moque, disant qu'il aurait vécu s'il s'était enfui et que sa vie ne vaut rien. Puis, avec un sourire sinistre, il accepte le défi en levant son épée brillante. Et il l'invite donc à l'affrontement final, puisqu'il est si pressé de trouver la mort. Les yeux brillants, notre héros répond que c'est exactement ce qu'il pense. Le chevalier charge alors avec son épée, prêt à en finir avec notre garçon une bonne fois pour toutes. Les deux lames s'entrechoquent une fois de plus dans un duel de pure force et d'habileté. D'un coup rapide, Karamov fait tomber le casque de notre héros et promet de lui trancher la tête. Il le traite alors de gamin et se prépare pour le coup final de toutes ses forces. Mais soudain, le chevalier est surpris par quelque chose et se demande ce que c'est, car notre protagoniste utilise la technique du serpent avec une lumière bleue intense sur son épée, et la technique se manifeste comme un serpent bleu géant prêt à frapper. Le coup atterrit alors en plein sur le bras du chevalier avec une force dévastatrice. L'impact est si puissant que la légendaire armure de Dany commence à se briser en deux. D'un coup direct, l'épée de notre héros frappe le chevalier en plein dans la poitrine. Karamov hurle alors de douleur et de choc,
incapable de croire ce qui vient de se passer. Dans les yeux du chevalier, on peut voir le reflet du poing serré de notre garçon. Et sans perdre un instant, il enchaîne avec un coup de poing direct sur le casque du chevalier d'or. Le coup est si puissant que l'impact se répercute dans tout le corps de Karamov. De plus, la force est si grande que le casque du chevalier se brise en morceaux. Karamov pousse alors un cri de pure agonie, sentant la douleur du coup dévastateur du jeune homme. Son épée lui tombe alors de la main et se fige dans le sol pavé de la cour. Blessé, il se penche en avant, rugissant de douleur tout en se tenant le côté touché par le coup. Les yeux écarquillés, il fixe notre héros, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Il reconnaît alors la technique de Kagal et réalise que le jeune homme cachait ses compétences. Pendant ce temps, notre protagoniste s'approche avec une aura de pure détermination et de fureur. Karamov se met alors à tousser fortement, indiquant que la blessure était assez grave. Une mare sombre commence à se former sur le sol, montrant la gravité de la situation. Le chevalier continue de tousser sans arrêt, tenant à peine debout pendant le combat. Portant le casque de son frère, notre héros le dévisage d'un regard froid et sérieux. N'ayant plus la force de se battre, Karamov finit par tomber à genoux sur le sol. Notre garçon s'approche alors et lui demande pourquoi il a fait tout ça à son peuple. Le chevalier vaincu répond que c'était pour le bien de sa majesté, l'empereur. Il explique ensuite que le Saint-Empire est en danger et que l'empereur a agi pour rétablir l'ordre. Il parle ensuite de son épée, également connue sous le nom de l'épée de Karamov. Malgré tout, il continue de tousser fortement, incapable de se relever du sol. Soudain, il se met à rire et dit qu'il est vraiment ému par Johan, car il a traversé des décennies de bataille sans jamais rencontrer quelqu'un d'aussi fort. Pour cette raison, il l'invite à rejoindre l'Empire et à combattre à ses côtés. Il dit alors que Sa Majesté a besoin d'un talent comme celui de notre garçon et il promet que la richesse de l'Empire lui apportera gloire et beaucoup d'or, ainsi qu'un vaste et fertile fief à gouverner comme il l'entend, et que Sa Majesté elle-même lui accordera le titre de chevalier. Et ainsi, il l'invite à devenir l'épée de l'empereur à ses côtés. Notre protagoniste reste alors silencieux, réfléchissant à l'offre alléchante. Il pense alors que c'est la vie dont il a toujours rêvé, avec des tonnes d'argent. Mais il trouve cela étrange car même si c'est tout ce qu'il a toujours voulu, il ne ressent rien. Avec un regard plein de fureur, il rejette alors simplement l'offre du chevalier. Karamov est complètement choqué, ne comprenant pas la raison du refus du jeune homme, et il crie que le chevalier a non seulement éliminé son frère mais aussi tous ses sujets. Le chevalier demande alors avec dédain s'il parle des roturiers et il n'arrive pas à croire que notre garçon refuse l'offre juste à cause d'eux. Avec un sourire sinistre et haineux, il serre les dents de fureur et crie que peu importe s'il a éliminé quelques roturiers, car ce ne sont que des insectes. Le chevalier crie alors que les faibles existent pour verser leur sang pour les forts. En entendant cela, notre garçon se contente de serrer les dents avec une expression sérieuse sur son visage. Il s'excuse alors auprès de son maître car, pour une fois, il ne va pas se retenir. Et ainsi, de toutes ses forces, notre protagoniste fonce pour le coup final sans hésitation. Le coup de poing atterrit en plein sur le casque du chevalier, qui se brise sous la force de l'impact. Le poing serré, notre garçon montre toute sa détermination dans ce coup décisif et dans l'obscurité, les éclats du casque volent dans toutes les directions. Le chevalier ne peut encaisser le coup et sa main tombe, inerte, sur le sol pavé. La main de notre héros est également gravement blessée, mais la victoire est assurée et notre protagoniste se tient devant le corps du chevalier d'or. Notre garçon tourne alors le visage avec une expression lasse après tout ce qui s'est passé, mais le chevalier a encore la force de parler et le traite d'imbécile pour ne pas avoir accepté l'offre. Il l'avertit ensuite qu'il n'y a plus de retour en arrière possible après ce que notre héros a fait, car notre garçon a brisé l'épée de l'empereur en battant son meilleur chevalier. Et à cause de cela, sa vie ne sera désormais que pure agonie et souffrance. Malgré tout, notre protagoniste lui fait face avec un regard sérieux et sans peur. Et sur ces derniers mots, le doigt du chevalier devient flasque et il rend finalement l'âme. Son corps gît alors sans vie sur le sol de la cour, au milieu de la destruction et du feu. Pour survivre dans ce monde, il avait vécu en ne pensant qu'à l'argent et à rien d'autre. Mais maintenant, avec un liquide rouge dégoulinant de son poing, nous voyons qu'il a trouvé un nouveau but. Il réfléchit alors que ces scélérats ont anéanti tout le monde sur son territoire et ont tout incendié. Et même si le monde se retourne contre lui, notre garçon a simplement fait ce qui devait être fait. Donc, même si tout le monde le maudit pour cela, il ne regrettera jamais sa décision car il sent que c'est son nouveau voyage et le début d'un nouveau chemin à suivre. Au milieu de la nuit, une porte en pierre grince lentement en s'ouvrant, révélant la cour d'un château. Un garde s'approche alors d'une porte en bois pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Quand il ouvre la porte, il voit Jane et ses soldats elfes qui se tiennent là, et elle commence à parler. Avec un regard furieux sur son visage, Jane demande si ce que les soldats ont dit est vrai. L'elfe, tout amoché, répond que oui et la supplie de le croire. Il explique que notre héros est apparu de nulle part et a commencé à rosser tous les soldats. Et ensuite, de ses propres mains nues, il a éliminé le chevalier Karamov, la laissant en état de choc total. Le soldat dit alors que c'était la dernière fois qu'ils ont vu Karamov, et Jane reste sans voix.
Elle montre la cour du doigt et demande où se trouve le corps du chevalier si l'histoire est vraie. La jeune elfe crie que c'est absurde et qu'elle a besoin de preuves pour le croire. Le soldat répond qu'il ne comprend pas non plus, mais qu'il a tout vu de ses propres yeux. À ce moment-là, un autre soldat arrive et annonce que le groupe de poursuite est prêt. Jane se ressaisit alors et commence à marcher d'un pas ferme et déterminé. Elle se tourne vers ses troupes et donne un ordre clair à tous ceux qui sont présents. Elle leur ordonne de poursuivre la cible et de l'éliminer sans hésitation. La jeune elfe révèle alors que la cible de la chasse est notre protagoniste, Johan. Les troupes commencent à se mettre en route pour suivre les ordres de leur chef. Elle le traite de traître et de principal suspect dans la chute de Karamov. Jane crie alors de le traquer et de le ramener d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, notre héros court à travers la forêt avec un air déterminé. Pendant ce temps, notre héros est au milieu d'une bagarre avec plusieurs soldats elfes. L'un d'eux hurle de douleur en étant frappé par notre protagoniste. D'un coup rapide, notre garçon élimine un autre soldat sans pitié. Jane avertit alors ses troupes de ne pas l'affronter seul. Elle leur ordonne de bloquer toutes les routes pour l'épuiser jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus continuer. Les soldats sont choqués, se demandant si Karamov est vraiment parti, avec un regard déterminé. Jane dit qu'il y a une chose qu'ils doivent faire. Leur mission est d'apporter la tête de notre héros à l'empereur. Notre garçon se souvient alors des dernières paroles de son frère, Philippe. Il lui a dit de prendre un cheval de guerre et de fuir pour survivre à tout prix. Dans le présent, Johan trouve l'écurie et ressent un moment de soulagement. Malgré tout, il jette un regard suspicieux en arrière, toujours tendu par la poursuite. Il laisse tomber le corps de Karamov par terre et réfléchit à la suite. Notre héros décide de continuer à porter l'armure pour l'utiliser comme bouclier. Avec un grand effort, il hisse le lourd corps sur son dos et continue son chemin. Épuisé, il ouvre la porte de l'écurie pour trouver son seul espoir. À l'intérieur, il voit le cheval de guerre de son père gisant, un animal imposant. Notre protagoniste s'approche du cheval et remercie son frère en pensée. Avec un sourire, il se dit qu'avec cet animal, il va enfin pouvoir se reposer un peu. Il décide alors que son nouveau compagnon a besoin d'un nom. Le cheval fixe notre héros de ses yeux bleus, brillants et imposants. Il décide donc de nommer le cheval Philippe en l'honneur de son défunt frère. Pendant ce temps, un soldat elfe crie qu'il a vu quelque chose briller là-bas. Il est sûr que c'est le reflet de l'acier de Dany et dit à tout le monde de chercher. Soudain, un des soldats entend un bruit et réalise que c'est le son de sabots de cheval. L'instant d'après, notre héros passe devant eux à toute vitesse sur le dos de Philippe. Notre garçon est entièrement concentré sur sa fuite, aussi vite que possible. Un des elfes crie alors, choqué, en voyant que c'est Johan qui s'échappe à cheval. Un instant plus tard, notre protagoniste et son cheval disparaissent dans l'obscurité de la forêt. Le chef elfe se met en colère et ordonne à ses hommes de l'abattre. Les archers préparent alors leurs arbalètes et tirent en direction de notre garçon, mais les carreaux frappent l'armure de Karamov qu'il utilise comme bouclier. Et c'est ainsi que Johan parvient à s'échapper dans la nuit, sous la lumière de la pleine lune. Il chevauche toute la nuit et réussit finalement à semer ses poursuivants. Après un long moment, il arrive au plus profond de la forêt noire. Notre héros descend de cheval, épuisé, et pense que ce n'est pas correct de ne pas enterrer une personne, mais il écarte cette pensée et se concentre sur ce qu'il doit vraiment faire. Le jeune homme regarde l'armure de Karamov et pense qu'elle a l'air assez chère. Il ramasse ensuite l'épée violette du chevalier qui gisait sur le sol. Il se rend compte que l'arme est légère mais solide et se souvient qu'elle est en acier de Dany. L'épée en main, notre héros remarque qu'elle a d'étranges runes. Il réalise alors que c'est une ancienne écriture impériale et devient très curieux. Une voix dans sa tête dit que l'épée est le récupérateur des écussons. Notre garçon se demande alors si elle récupère les écussons familiaux et trouve le nom un peu effrayant. Il décide de prendre l'épée et d'enterrer l'armure du chevalier pour le moment. Johan pense que c'est un gâchis mais promet qu'un jour il reviendra la chercher. Il prend alors une pelle et commence à creuser un trou au milieu de la forêt. Avec beaucoup d'efforts, notre héros parvient à finir de creuser la tombe. Après un moment, il finit enfin de tout enterrer et se repose un peu. Fatigué, il se demande si ce qu'il a fait était suffisant pour se débarrasser du corps. Notre garçon se souvient que la nouvelle de la chute du chevalier se répandra et il se souvient aussi des derniers mots du chevalier disant que son avenir ne serait que souffrance, mais il se dit que sa vie était déjà dure bien avant que tout cela n'arrive. Notre héros réfléchit alors à ce qu'il va faire maintenant qu'il est sans abri et sans le sou. Soudain, un bruit dans l'obscurité attire son attention, le mettant en état d'alerte. Il se retourne rapidement pour voir ce que c'est et se prépare au pire et, manque de chance, c'était le même loup noir géant qu'il avait rencontré auparavant. Notre protagoniste est agacé car la créature est apparue juste au moment où il était complètement épuisé. Il sait qu'il n'a aucune chance de battre le monstre dans son état actuel. Sa seule option est donc d'essayer d'atteindre son cheval et de s'enfuir. Soudain, l'un des soldats elfes crie avec enthousiasme qu'il a trouvé le cheval de notre héros. Il capture l'animal et le chef dit que Johan doit être à proximité. Notre protagoniste reconnaît les loups des Aquitaine et est choqué qu'il soit arrivé si vite. Un des elfes l'aperçoit dans l'obscurité et le pointe du doigt avec un cri de surprise. Immédiatement, tout le groupe pointe ses arbalètes sur notre garçon. Johan s'irrite, sachant qu'il ne peut en aucun cas les combattre tous seuls.
Il est piégé entre le loup géant devant lui et les soldats juste derrière lui. Notre héros réalise qu'il n'y a nulle part où fuir et tombe dans un désespoir total. Il se demande si c'est la fin pour lui, mais alors quelque chose de complètement inattendu se produit, car le loup ignore notre garçon et commence à attaquer les soldats elfes sans pitié. La créature charge avec fureur et l'un des elfes crie à l'aide, paniqué. Johan est confus, se demandant pourquoi le monstre ne l'a pas attaqué en premier, mais il réalise bientôt que le loup lui ouvre un chemin pour s'échapper. Notre héros comprend que c'est sa seule chance de s'en sortir vivant. Il sait qu'il doit bouger car sinon, il trouvera certainement la mort. Alors, avec un cri, notre protagoniste sprint de toutes ses forces vers son cheval. Il se ferait un chemin à travers le chaos pour échapper à la situation. Notre garçon met son pied dans l'étrier et se prépare à monter son animal. D'un bond, Johan monte sur le cheval et serre fermement les rênes, et ce faisant, des souvenirs de son passé lui reviennent. Sur son cheval, notre héros s'enfuit avec un air très déterminé. Il se souvient alors de son enfance et d'une vie bien plus simple. Dans le présent, Johan poursuit sa fuite désespérée à travers la forêt sombre. Divers souvenirs de son entraînement et de ses batailles lui traversent l'esprit. Il se souvient également de toute la destruction dont il a été témoin dans son village. Et sur ce, notre garçon laisse sa maison en flammes derrière lui pour toujours. Non loin de là, un soldat elfe tombe sans vie après le combat avec le loup. La créature géante observe alors la fuite de notre protagoniste de loin. Et après l'avoir aidé, le loup disparaît dans l'obscurité de la nuit. Ses yeux rouges semblent donner un dernier avertissement à notre héros. Plus loin, Johan tombe sur un point de contrôle établi par les soldats elfes. Il se rend compte que toutes les sorties sont bloquées et qu'il est acculé. Épuisé, notre garçon descend de son cheval, n'ayant ni mangé ni dormi correctement. Il n'aurait jamais imaginé être traqué par les loups d'Eaketen pendant 3 jours d'affilée. Notre héros a failli trouver la mort plusieurs fois à cause de leurs attaques. Maintenant, il est à sa limite et n'a plus la force de tenir son épée. Il voit d'autres soldats et se demande s'il n'y a vraiment aucun moyen de sortir de cette cachette. Notre garçon ne sait que faire dans cette situation. Mais soudain, il aperçoit une caravane de marchands qui passe. Johan a alors l'idée de se déguiser en marchand pour s'échapper. Il pense que s'il ressemble à l'un d'eux, il pourrait éviter les soupçons. On nous présente Eldan de la compagnie commerciale Gatana. L'un des gardes, qui a un cache-œil, interpelle Maître Eldan. Le garde dit que c'est un chevalier en armure lourde. Un mercenaire nommé Khan leur dit de se préparer au combat, mais un autre, nommé Gaz, ne comprend pas tout ce remue-ménage. Goran lui dit alors de mieux regarder la situation. En plus de ça, il porte un homme de plate et des gantelets rouges. Khan dit alors au gamin de regarder l'épée à sa hanche. Il montre la garde violette et révèle que c'est une épée en acier de Dany. Malgré cela, Gaz pense que le combattre ne mènera à rien. Khan s'énerve et dit à quelqu'un de lui enlever cet idiot du chemin. Un autre mercenaire le tire par l'oreille et lui dit de la fermer. Le chef Eldan donne alors l'ordre à Goran et Khan de se préparer. Avec un air sérieux, il leur dit d'attaquer à son signal. Les deux mercenaires répondent alors qu'ils ont compris le message. Eldan s'approche alors de notre héros avec ses hommes. Khan leur conseille de le faire tomber de son cheval en premier. Quand le combat commence, Eldan arrive et se présente comme le chef de la compagnie commerciale. Notre protagoniste est surpris de voir un homme bête ressemblant à un chat. Eldan voit ses hommes tendus et prêts à combattre notre héros. Des sueurs froides lui coulant dans le dos, il devient très nerveux face à la situation. Johan pense qu'ils sont méfiants et qu'il doit les amener à baisser leur garde. Il se présente alors et dit qu'il a été attaqué par des bandits sur la route. Notre garçon demande au chef de dire à ses hommes de ne pas l'attaquer. Eldan se met à rire et dit qu'en tant que marchand, il doit être préparé. Johan accepte alors les excuses et s'apprête à faire une proposition. Il demande s'il peut rejoindre leur groupe, car des bandits lui ont pris tout son argent. En échange de nourriture et d'un abri, notre héros protégera leur caravane. Eldan réfléchit un instant et, comme notre garçon semble fort, il accepte l'accord. Le chef dit qu'il se dirige vers Marsal et que le voyage sera long. Notre protagoniste le remercie pour son aide mais se demande où se trouve cet endroit. Eldan informe ses hommes que Johan se joindra à eux pour le moment, mais avec un air sérieux, il leur ordonne de l'éliminer s'il arrive quoi que ce soit. Les mercenaires acceptent l'ordre, bien qu'avec une certaine réticence. Notre héros se sent soulagé et pense que maintenant, tout ce qu'il a à faire est de passer le point de contrôle. Et ainsi, la caravane poursuit son voyage avec notre garçon à ses côtés. Non loin de là, un soldat elfe remarque que quelque chose s'approche d'eux. Ce sont les loups d'Eaketen et ils ordonnent à la caravane de s'arrêter pour une inspection. Johan pense alors que le moment est enfin venu et qu'il lui suffit de passer discrètement. Eldan se présente alors à l'elfe et dit qu'il est de la compagnie commerciale Gatana. Le soldat est choqué car la compagnie de Marsal est si puissante que même l'empereur ne peut s'en prendre à elle. Le garde change de ton et dit qu'il traque un traître et qu'ils ont besoin de leur aide. En entendant cela, notre héros réalise que le point de contrôle a été mis en place juste pour l'attraper. Un des elfes pointe notre garçon du doigt et lui ordonne d'enlever son casque pour montrer son visage. Johan devient très nerveux mais invente une histoire de maladie de peau pour éviter d'être découvert. Les soldats se moquent de lui et lui disent de se dépêcher d'enlever le casque pour qu'il puisse voir son visage abîmé. Avec un regard suspicieux,
le chef demande si notre protagoniste cache quelque chose. Notre héros réalise alors qu'il n'y a pas d'issue et qu'il devra se battre pour s'en sortir. Mais soudain, le chef Eldan crie, disant à tout le monde d'arrêter ses bêtises. Il demande si le garde doute de sa compagnie et l'elfe tente de s'expliquer. L'homme bête se met en colère et menace de déposer une plainte directement auprès de leur commandant. De plus, il dit qu'il déposera la plainte en personne à la succursale de Marseille. Le garde prend peur et dit à ses hommes de laisser passer la caravane sans plus de problème. Les autres soldats sont agacés mais libèrent le passage pour que le groupe poursuive son voyage. L'elfe dit que notre garçon a eu de la chance et il pousse un soupir de soulagement de s'en être tiré. Et ainsi la caravane poursuit son voyage et Johan pense qu'il s'en est enfin sorti. Il regarde en arrière et voit les gardes observer son départ de loin. Les soldats elfes restent là, regardant la caravane disparaître au loin. Plus tard cette nuit-là, le groupe établit un camp et Eldan organise les tours de garde. Au camp, Eldan examine quelques papiers avant d'aller se coucher. Il appelle ensuite Johan et lui dit d'aller dormir puisqu'il n'a aucune obligation ici. Notre protagoniste est reconnaissant de cette gentillesse, car il est épuisé après tout ce qui s'est passé. Il prend alors son sac de couchage pour enfin s'effondrer après des jours sans repos. Notre garçon se tourne et se retourne et l'un des mercenaires remarque qu'il a enfin réussi à s'endormir. Il dort ensuite profondément près du feu de camp, reprenant des forces. Pendant ce temps, caché dans l'obscurité, quelqu'un observe le camp de loin. L'homme mystérieux a un sourire sinistre et semble avoir un plan en tête. Il dit alors à ses hommes de se préparer pour ce qui va arriver. Un instant plus tard, il révèle que le plan est d'encercler le camp et d'attaquer tous en même temps. Pendant ce temps, Johan rêve de sa vie passée en tant que soldat dans l'armée. Il se souvient d'un exercice d'entraînement où il a utilisé une tactique défensive contre un ennemi plus grand. Grâce à cela, il est devenu un exemple pour les autres soldats pour son intelligence. Il a ensuite été récompensé par une permission de 5 jours et un logement pour son exploit. Notre garçon salue et crie avec fierté à son commandant. Il s'enthousiasme en pensant que la vie militaire lui convient, puisqu'il a étudié la tactique auparavant. Mais il se souvient vite des inconvénients, comme la culture démodée et les gardes épuisantes. En plus de cela, le plus gros problème de tous était le salaire, qui était une véritable blague. Dans le rêve, il est attrapé et réalise qu'il n'y a pas d'échappatoire à cet endroit. Le cauchemar se termine et notre héros se réveille en sursaut, en sueur froide, de retour au camp. Notre héros se réveille et réalise que tout n'était qu'un mauvais rêve. Il s'assoit et se plaint d'avoir mal partout à cause du cauchemar. Mais soudain, il sent que quelque chose d'étrange se passe dans le camp. La pleine lune illumine le ciel et une pluie de flèches commence à tomber de nulle part. Confus, notre garçon lève les yeux et voit les projectiles arriver droit sur lui. D'un geste rapide, il tend la main pour attraper une des flèches en plein vol. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il réalise le danger juste à temps. Il réussit de justesse à attraper la flèche juste avant qu'elle ne le frappe en plein visage. Il réalise alors que c'est une attaque et que les soldats l'ont enfin trouvé. Agacé, notre héros se lève et décide qu'il doit alerter les mercenaires. De toutes ses forces, il crie pour avertir que des ennemis attaquent le camp. Le cri réveille tout le monde, mettant Eldan et les autres mercenaires en état d'alerte. L'histoire revient alors 5 minutes avant que l'alarme de l'attaque ne retentisse. Le mercenaire Gaz se plaint à Khan qu'il doit faire tout le gros du travail. Khan s'énerve de la plainte et dit au gamin de la fermer immédiatement. Gaz est confus et ne comprend pas pourquoi son compagnon le réprimande. Khan explique alors qu'on ne peut pas confier la garde à un type qu'on connaît à peine. De plus, il prévient qu'agir sans réfléchir ne vous mènera pas loin dans ce métier. Le mercenaire demande alors pourquoi le jeune homme a décidé de rejoindre leur groupe. Gaz se met en colère et dit que s'il avait su que le groupe était si lâche, il ne l'aurait jamais rejoint. Khan se met en colère et demande si le gamin a mangé quelque chose de mauvais car on dirait qu'il cherche à mourir. Le mercenaire s'apprête alors à donner une leçon au garçon pour son insolence, mais soudain le cri de notre héros résonne dans le camp, les mettant tous les deux en alerte. Immédiatement après, une pluie de flèches commence à tomber et il se jette au sol. Khan agit vite et protège Gaz de l'attaque pour qu'il ne soit pas touché. Après la première vague, il remarque que la pluie de flèches cesse d'arrêter un instant. Il dit alors au gamin d'aller soutenir le reste du groupe dans la bataille, mais Gaz panique et s'enfuit en courant, hurlant de peur et abandonnant son poste. Khan est furieux de sa lâcheté et Goran s'approche pour voir s'il va bien. Le jeune homme l'avertit que c'est une attaque ennemie et que des flèches sont sorties de nulle part. Khan demande alors où est le lâche mais s'inquiète davantage de la sécurité du chef. Goran dit que Eldan se cache sous la charrette et lui dit de se préparer. À ce moment, notre héros apparaît et commence à donner des ordres aux mercenaires. Il leur dit de former un cercle défensif autour de la charrette pour se protéger. Notre protagoniste explique qu'ils doivent se battre ensemble car ils ne savent pas d'où vient l'attaque, mais Khan le fusille du regard et lui demande s'il est leur chef pour donner des ordres comme ça. Le mercenaire dit alors qu'ils s'occupent de leurs propres affaires et dit à Johan de se débrouiller seul. Notre garçon est choqué par l'entêtement du type en plein milieu d'une attaque. Malgré tout, Goran ordonne à ses hommes de prendre leurs boucliers et de se préparer au combat. Johan insiste et demande un bouclier, car il a déjà combattu dans des situations similaires. Mais Eldan crie qu'il n'aura rien et dit à notre héros de se débrouiller seul dans le combat.
Notre garçon est assez contrarié de réaliser que personne ici ne lui fait confiance pour se battre. Soudain, son expression change alors qu'il sent une nouvelle menace approcher dans l'obscurité. Un instant plus tard, une horde de bandits au visage vraiment les charge le camp. Johan réalise alors que ce ne sont pas les loups d'Eaketen et se demande s'ils ne sont que des bandits. Les criminels continuent de charger le groupe sans une seconde d'hésitation. Khan crie alors et ordonne à tous ses hommes d'attaquer de toute leur force. Notre héros est choqué, se demandant qui va protéger la charrette si tout le monde part. Le combat éclate et l'un des mercenaires maudit les bandits d'avoir attaqué la nuit. Le chef des bandits crie d'avancer car ils ont l'avantage du nombre. Goran crie alors à ses hommes de ne pas reculer sinon ils mourront, mais un des bandits l'attrape par le visage et lui dit de se taire d'un coup puissant. En voyant cela, Khan crie de désespoir en appelant le nom du capitaine Goran qui est en danger. Le bandit lève alors son épée pour porter le coup de grâce au mercenaire à terre. Voyant cela, notre héros se précipite pour le sauver, son épée violette à la main. D'un mouvement rapide, il déchaîne une entaille d'énergie violette vers l'ennemi. Le bandit est confus, ne comprenant pas ce qu'est cette lumière qui vient sur lui. L'attaque le frappe alors de plein fouet, le coupant en deux sans aucune chance de se défendre. Goran est sous le choc en regardant la scène, se faisant couvrir du liquide rouge de l'ennemi. Notre protagoniste se tient alors, ses épées à la main, réalisant la puissance de son attaque. L'épée de notre garçon brille de runes rouges, laissant les bandits sous le choc. Le chef des bandits remarque alors que la rune sur l'épée absorbe le liquide rouge. Il crie que c'est une épée démoniaque, ne comprenant pas comment le garde d'un marchand peut avoir une chose pareille. Johan profite alors de leur peur et crie qu'il est un noble de la famille List. En entendant cela, Khan est choqué et confus par la révélation de notre héros. Goran est également surpris et se demande s'il était un noble depuis le début. Dans ses pensées, il se demande si changer le nom Etsan List causera des problèmes. Les bandits paniquent, sachant que Sen prendre un noble finira très mal pour eux. Son épée brillante, il leur demande à nouveau s'ils vont se rendre ou non. Il leur demande alors s'ils vont se rendre maintenant ou s'ils préfèrent mourir par son épée. Les bandits sont terrifiés et il leur dit de bien réfléchir à leur décision. Leur chef commence à transpirer, ne sachant que faire dans cette situation. Un par un, les bandits commencent à laisser tomber leurs épées au sol. Bientôt, un tas d'armes se forme sur le terrain du camp. Les mains en l'air, ils se rendent à notre protagoniste. Notre héros tient alors son épée et se prépare à donner son prochain ordre. Il appelle Goran et demande aux mercenaires d'attacher tous les prisonniers. Il prévient que si quelqu'un résiste, le mercenaire peut l'achever. La situation étant résolue, il demande à Eldan ce qu'ils doivent faire maintenant. Goran s'inquiète pour le noble et se demande s'il sera offensé d'avoir été maltraité. Mais Eldan dit qu'il arrangera les choses, puisqu'ils l'ont accepté volontairement dans la caravane. Il s'approche alors de notre garçon et le remercie pour son dur labeur cette nuit-là. L'homme bête offre alors une récompense en pensant que s'il avait su, il lui aurait donné un bouclier. Notre héros dit qu'il n'en a pas besoin et qu'il est juste heureux que tout le monde soit en sécurité. Eldan est surpris car notre garçon ne veut même pas de récompense pour son aide. Les deux restent alors là un moment sous la lumière des étoiles. Notre garçon demande alors si la prochaine fois il pourrait emprunter un bouclier. Eldan accepte immédiatement et promet qu'il lui prêtera un bouclier sans faute. Notre héros dit qu'il veut interroger les prisonniers et le chef le laisse faire. Maintenant que son statut a été révélé, il dit qu'il parlera plus familièrement. Il donne alors un coup de pied à l'un des prisonniers et lui dit de se bouger. Le bandit gémit de douleur suite au coup de pied qu'il vient de recevoir de notre garçon. Notre héros demande alors qui ils sont et pourquoi ils ont attaqué la caravane. Le bandit révèle qu'ils sont des soldats de la famille exterminée des Bris. Il explique qu'il y a des mois, la famille a été trahie et tout le monde a été éliminé. Le bandit révèle alors que les attaquants étaient les redoutables loups d'Eaketen. Ils ont résisté mais quand le noble exécuteur est arrivé, ils ont été vaincus. Goran est surpris par le nom de noble exécuteur et pense l'avoir déjà entendu. Il révèle que son nom est Karamov, le propre chien de chasse de l'empereur. Le bandit s'agenouille et implore le pardon, car il ne savait pas que la caravane appartenait à un noble. Il dit que l'armée les a traqués et que même les gens du Nord leur ont tourné le dos. Il dit donc que voler n'est pas justifiable mais qu'ils devaient survivre d'une manière ou d'une autre. Notre héros demande alors s'il y avait une autre raison pour laquelle ils ont attaqué le groupe. Le bandit répond que non et qu'il voulait seulement la charte de la guilde des marchands. En entendant cela, Eldan devient furieux et crie que la charte est une question de confiance. Il dit qu'ils ont causé tant de problèmes et Johan dit au chef de se calmer. Notre héros se souvient alors que Karamov a dit la même chose à propos de la trahison de l'empereur. Avec un air sérieux, il serre les dents et comprend enfin ce qui se passe. Il réalise que l'empereur avait juste besoin d'une excuse pour se débarrasser des nobles. Il se souvient alors du chevalier et le maudit d'être tombé dans le panneau des paroles de l'empereur. Notre garçon réalise qu'en fin de compte, ils ne sont que des victimes du pouvoir, tout comme lui. Malgré tout, il sait que ce sont des bandits et que décider de leur sort ne sera pas facile. Khan demande alors quoi faire d'eux et propose de leur soutirer plus d'informations. Mais notre héros dit que ce n'est pas nécessaire car ils leur ont déjà dit tout ce qu'il fallait. Soudain, Gaz attrape sa masse et décide d'en finir avec l'un des prisonniers. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup, Khan l'arrête avec sa propre arme. Le mercenaire défend le bandit et montre qu'il ne va pas laisser le gamin continuer.
Gaz est choqué et lui demande pourquoi il l'empêche de se venger. Khan dit alors qu'ils n'ont pas le droit de les punir car ils se sont rendus aux nobles. Gaz a l'air embarrassé et est d'accord avec Khan qu'il avait tort. Pendant ce temps, les bandits s'agenouillent et supplient le chevalier d'épargner leur vie. Ils pleurent et tremblent de peur, sachant que leur fin est très proche. Khan se tourne alors vers Johan et propose de les achever tous sur le champ. La main sur son épée, il attend l'ordre de notre héros pour commencer le travail. Mais à la surprise générale, notre garçon leur dit de détacher et de libérer les prisonniers. Les bandits sont choqués et se mettent à pleurer de soulagement à sa décision. Gaz est indigné et demande pourquoi notre protagoniste les laisse vivre. Notre héros ignore le jeune homme et se tourne vers les bandits avec un message. Il dit qu'il comprend leur situation mais qu'être un bandit n'est jamais la solution. Il révèle alors qu'il a aussi appris un métier pour pouvoir survivre. Eldan est choqué d'entendre un noble dire qu'il a dû apprendre un métier. Goran commente également qu'il n'est là que pour le bon salaire qu'il reçoit. Notre garçon dit alors qu'il leur épargnera la vie à une condition. Les bandits s'inclinent en signe de gratitude et promettent de ne jamais oublier sa bonté. Le groupe se prépare alors à partir et notre héros ne veut plus de problème. Mais de loin, la silhouette d'un loup observe tout du haut d'une colline. La créature mystérieuse semble suivre les pas de la caravane. C'est le même loup géant aux yeux rouges que notre garçon a déjà rencontré. Avant de se diriger vers Marseille, le groupe décide de s'arrêter dans un village appelé Lutzbach. Dans le village de Lutzbach, le chef est informé que Eldan de la compagnie Gatana est arrivé. Le chef du village va alors à la rencontre de l'homme-bête pour l'accueillir. Eldan le salue par une étreinte enthousiaste et dit que cela fait des mois qu'ils ne se sont pas vus. Le chef le serre dans ses bras en retour et demande si quelque chose s'est passé en chemin. L'homme-bête explique qu'ils ont rencontré des bandits et que les choses vont mal avec l'empereur. Le chef le gronde, l'avertissant que quelqu'un pourrait l'entendre dire du mal de sa majesté. Malgré tout, Eldan dit qu'ils ont réussi à tout livrer grâce à un noble qui les a aidés. Le chef est surpris mais dit qu'un autre noble est également apparu il y a quelques semaines. Il dit que le type était un faux noble et qu'il l'a chassé du village. Eldan rit et dit que son ami n'a pas changé son habitude d'agir sans penser aux conséquences, mais il lui assure que le noble qui les accompagne est différent et très courageux. Le chef est choqué car le type n'a même pas demandé de récompense pour sa bonne action. Il pense alors qu'avoir un chevalier dans le village serait d'une grande aide contre les bandits. De plus, un vrai chevalier serait assez fort pour éliminer un groupe entier. Le chef invite alors notre héros à rester au village pour quelques semaines. Eldan refuse l'invitation mais le chef insiste et les deux commencent à se disputer. L'homme-bête réalise alors que son ami essaie de lui voler son compagnon. Le chef change alors de sujet et demande où se trouve le noble chevalier. Pendant ce temps, notre héros est assis sous un arbre, l'air très fatigué. Il meurt de faim et est sur le point de s'évanouir de faiblesse. Goran s'approche alors de notre héros pour lui parler de quelque chose. Il tend la main et offre quelque chose à notre protagoniste. Le mercenaire lui tend un sac de pièces et dit que c'est l'argent des bandits. Il explique qu'ils ont vendu tout ce que les bandits possédaient et que cela a rapporté une bonne somme d'argent. Notre héros demande s'ils ne vont rien prendre et Goran dit que c'est entièrement grâce à lui. Notre garçon réfléchit alors un instant à ce qu'il va faire de tout cet argent. Mais à la surprise générale, il rend le sac d'argent à Goran. Le mercenaire ne comprend pas et dit que le butin lui revient de droit. Notre héros dit alors qu'il a pris sa part et montre juste quelques pièces. Il insiste sur le fait que tout va bien, mais dans sa tête, il pleure l'argent perdu. Malgré tout, il sait que rester avec le groupe est mieux que d'affronter les loups seuls. Goran est ému et dit qu'ils se sont battus ensemble comme de vrais compagnons. Notre garçon montre alors une seule pièce et pense que cela fera en sorte que le gars l'apprécie encore plus. Sur ce, il fait ses adieux et se prépare à poursuivre son chemin. Goran rougit et pense que la dignité de notre héros est celle d'un vrai chevalier. Plus tard, il rassemble les autres mercenaires pour leur transmettre un message important. Il dit que Johan loue leurs efforts et qu'il va distribuer les bénéfices. Excité, il dit à tout le monde de s'aligner pour recevoir leur part de l'argent. Les mercenaires sont choqués, n'arrivant pas à croire qu'ils vont vraiment recevoir quelque chose. Ils le regardent alors, confus. Les mercenaires deviennent alors super excités et se mettent à applaudir pour célébrer. Ils lèvent le poing et crient le nom de notre héros à travers tout le village. Pendant ce temps, notre gars se repose dans une auberge voisine. Il parvient enfin à dormir en paix avec son épée et un bonnet à l'allure assez amusante. Mais au milieu de la nuit, la porte de sa chambre se met à grincer très lentement. Et un instant plus tard, la poignée de porte tourne et la porte s'ouvre avec précaution. Malgré le bruit, notre héros continue de dormir, complètement inconscient. Soudain, une paire d'yeux rouges apparaît dans l'obscurité de la pièce et un assassin se prépare à éliminer notre gars avec sa dague. Pendant la nuit, un assassin s'approche furtivement et tente de dérober l'épée de notre héros. Mais Johan se réveille en sursaut et attrape le poignet de l'homme avec une poigne de fer. L'attaquant est en état de choc total. Il ne s'attendait pas à ce que notre gars soit réveillé. Les yeux brillants dans le noir, notre personnage principal exige une réponse. Il lui demande ensuite si le type est un des sbires de Karamov. L'assassin panique et hurle à notre héros de le laisser partir. Perdant patience, Johan le projette violemment, l'envoyant s'écraser à travers une armoire. Allongé sur le sol, tout amoché, l'homme tousse et gémit de peur.
Notre personnage principal s'approche alors et marche sur la jambe de l'attaquant. L'homme hurle à l'aide, réalisant que Johan n'est pas un humain ordinaire. La scène revient alors 5 minutes en arrière, dans la même auberge. On voit le chef du village ronfler à scène décrocher la tête pendant que 2 jeunes hommes montent discrètement les escaliers. Ce sont Prat et Ganson, et ils complotent quelque chose contre notre gars. Ganson dit que Vulen, le plus costaud du village, va s'occuper de Johan. Il mentionne aussi que Pell, le fanatique de chevaux, est déjà dehors en train de voler l'animal. Dehors, Pell est complètement ébloui par le cheval de guerre et essaie de le calmer. Pendant ce temps, Prat demande à Ganson si l'épée du noble est vraiment si chère. Ganson demande alors à Prat s'il a déjà vu une épée capable de couper un homme en 2. Il prétend avoir vu l'arme fendre un soldat en armure en 2, comme si de rien n'était. Et il dit que le chevalier n'est rien sans son épée, mais un grand fracas les surprend. Étalé sur le sol, Vulen est terrifié en voyant les yeux bleus de notre gars briller dans l'obscurité. Un instant plus tard, notre héros traîne le mort de la chambre pendant qu'il hurle à l'aide. Dehors, Ganson est complètement abasourdi, sans la moindre idée de ce qui se passe. Prat l'attrape alors par les épaules et lui demande ce qui diable se passe. Mais Ganson lui hurle juste de courir s'il veut rester en vie. Il sent qu'ils l'ont vraiment merdé et se demande qui est ce type. À ce moment-là, le chef du village apparaît et demande qui sont ces 2 idiots. Sans répondre, les garçons s'échappent de l'auberge et filent dans la nuit. Dehors, Pell attend déjà avec les chevaux et dit qu'ils ont enfin réussi. Ganson lui crie alors de se dépêcher et de se préparer à fuir. Pell est confus et demande à son ami où est Vulen. En colère, Ganson crie que Vulen est fichu ou sur le point de mourir. Il dit ensuite à tout le monde de monter à cheval pour qu'il puisse s'enfuir le plus vite possible. Prat dit qu'il ne peut pas abandonner Vulen mais Ganson le presse, craignant que le noble ne les suive. Soudain, une énorme explosion dévaste l'auberge, détruisant tout. Terrifiés, les 3 se retournent, incapables de croire ce qui vient de se passer. Ils voient alors Johan atterrir sur le toit, entouré d'une aura rouge terrifiante, les yeux brillants. Notre héros foudroie les garçons du regard avec une fureur pure. La scène se déplace aux abords de l'Empire du Sud, dans un endroit sinistre, où une main tient un maillet en bois sur le point d'écraser quelque chose. 2 soldats en armure finissent de clouer une pancarte en bois. L'avis dit que ces gens ont volé un noble et que pour cela, leurs familles ont été punies, et que l'ordre vient de l'empereur lui-même du Saint-Empire cardyrien bisulfurique. L'un des gardes demande alors ce qu'ils ont volé pour finir comme ça. Il découvre que le crime était d'avoir volé un poulet et 3 œufs au baron de Vorob. Le soldat est choqué d'apprendre qu'ils ont tous connu une fin si tragique, et tout ça pour un crime si petit et insignifiant. Pendant ce temps, dans une taverne, la pleine lune éclaire le ciel nocturne. Le chef de la caravane, Eldan, dîne tranquillement à une table. Il savoure son repas et prend un verre pour se détendre. Mais un homme entre en courant et dit qu'il y a un problème concernant Monsieur Eldan. Il révèle que Ganson a été surpris en train de voler notre héros, Johan. Eldan est surpris et recrache sa boisson en criant de surprise à cette nouvelle. Il s'agace en pensant qu'il voulait convaincre Johan de voyager avec eux jusqu'à Marsal. L'homme bête prend alors une grande inspiration et essaie de se calmer pour trouver une solution. Il leur ordonne de capturer Ganson et au reste du groupe de faire comme s'ils ne savaient rien. Le messager est impressionné par le calme de son chef en pleine crise. Intérieurement, Eldan panique mais essaie de garder son sang-froid. Il pense qu'il doit trouver un moyen de gérer le noble, au cas où. Et ainsi, le chef de la caravane reste assis, seul, pensant à ce qu'il doit faire ensuite. Sous la pleine lune, un drapeau bleu flotte au sommet d'une maison en bois. À l'intérieur, le chef du village termine une réunion avec d'autres villageois. Soudain, un homme entre en trombe et crie que les choses ont mal tourné. Il leur dit que ces fauteurs de troubles ont été surpris en train de voler le noble, le chef devient furieux, traite les garçons d'inutiles et frappe la table de sa main. Les autres villageois paniquent et demandent ce qu'ils doivent faire. Le chef leur ordonne de rassembler des cadeaux pour le noble et d'y inclure un esclave. D'un air sérieux, il leur dit aussi de se préparer pour l'exécution du garçon. Les parents du garçon sont désespérés et disent qu'il ne peut pas faire ça. Le chef perd alors complètement son calme et leur jette une chaise en les traitant d'idiots. Il hurle, demandant s'ils ont déjà oublié le décret de l'empereur. Avec un regard déterminé, il dit qu'ils doivent agir avant le noble. La loi stipule que quiconque convoite la propriété d'un noble se verra couper la langue ou pourra être condamné à la pendaison avec toute sa famille. Les parents sont terrifiés car des familles entières ont été anéanties pour cela auparavant. Le chef explique que c'est arrivé juste pour avoir demandé un poulet et 3 œufs. Il crie alors et demande ce qu'il pense que le noble va faire, maintenant qu'il a été offensé. Il voudra sûrement punir tout le monde. L'un des hommes suggère de demander de l'aide au comte Jarpon, le propriétaire de ce territoire. Mais le chef se contente de rire et dit que les nobles ne se soucient que de leur petit jeu d'honneur. Le chef du village frappe alors son poing sur la table et crie aux villageois de se réveiller. Les larmes aux yeux, l'une des mères du garçon pleure en silence. Les autres villageois baissent simplement la tête sans dire un mot. Le chef leur demande alors s'ils pensent qu'il est content de faire ça. Il dit que c'est pour le bien du village et leur demande d'accepter sa décision. Cette nuit-là, les villageois se rassemblent autour d'un grand arbre. Les 3 jeunes hommes sont à genoux et ligotés, pleurant de peur. Notre héros observe tout avec une expression sérieuse, les mains bandées.
Il se dit que la situation a pris des proportions bien plus grandes que ce à quoi il s'attendait. Il pensait que c'était des assassins, mais ce sont juste des gamins qui voulaient son épée coûteuse. À cause de cela, il décide de garder l'arme cachée à partir de maintenant. Notre gars décide alors de leur faire un peu peur et de les laisser partir ensuite. Assis là avec son épée, il a l'air épuisé par tout ce chaos. Le chef du village s'approche avec un sourire nerveux et lui demande s'il va bien. Avec une mine renfrognée, notre personnage principal hurle que maintenant, tout va bien. Il demande ensuite si c'est comme ça qu'on accueille les invités dans ce village. Le chef se jette immédiatement à terre et s'excuse désespérément. Il dit que tout est de sa faute pour n'avoir pas su contrôler ces idiots. Notre héros dit alors que la peur a suffi et dit à tout le monde de partir. Et finalement, il lève une simple épée comme pour leur donner une leçon. Les yeux écarquillés, notre héros regarde la scène, incrédule. Le chef crie alors qu'il va laver l'honneur du noble de ses propres mains. Notre gars pense que ce fou ne fait qu'empirer la situation, mais le chef insiste sur le fait que quiconque a sali l'honneur du noble mérite de mourir. Avec un cri de rage, le chef abat la dague de toutes ses forces. La mère du garçon hurle de désespoir, se couvrant le visage de ses mains. Cependant, la dague est arrêtée par quelque chose et se plante dans le sol avec un lourd impact. Avec un regard furieux, notre gars demande si le chef ne l'a pas entendu. Il s'avère que notre héros a attrapé la main du chef et a arrêté le coup. Le chef du village est terrifié par la réaction de notre personnage principal. Les autres villageois sont également surpris par les actions du noble. La foule de villageois observe la scène en silence sous le clair de lune. Notre gars se lève alors et crie, demandant si tout le monde ici est devenu fou. Il dit que s'ils veulent qu'ils paient pour leurs crimes, ils devraient payer avec de l'argent. Tout le monde se tait, ne comprenant pas la proposition de notre héros. Dans ses pensées, il se demande si son amour pour l'argent n'était pas un peu trop évident. Il tousse alors pour dissimuler et dit qu'il va se répéter. D'un air sérieux, il demande comment l'honneur peut avoir plus de valeur que la vie. Finalement, il jette la dague au sol et leur dit de relâcher les garçons. Le chef tombe alors à genoux, pleurant et le remerciant pour sa décision honorable. À genoux, les villageois remercient Johan pour sa gentillesse et promettent de ne jamais oublier. Peu après, les parents courent pour serrer leurs enfants dans leurs bras, pleurant de soulagement et de joie. Le chef pleure aussi d'émotion et s'excuse en pensée auprès des Eldans d'avoir toujours douté de lui. Pendant ce temps, Ganson s'excuse auprès de Johan d'être tombé dans un piège idiot. Un vieil homme gronde alors les jeunes, leur disant qu'ils ont eu de la chance avec notre héros. À ce moment-là, le mercenaire Kay s'approche de Ganson qui lui dit de le détacher enfin. Le garçon se plaint alors qu'il n'aurait jamais dû rejoindre cette bande de malchanceux. Agacé par son audace, Kay saisit la tête de Ganson avec une grande force. Avec un regard froid, il dit au garçon de se détendre car ce sera plus facile ainsi. Ganson est terrifié et balbutie en demandant de quoi il parle. Mais en un clin d'œil, un liquide rouge gicle de partout. Notre personnage principal se retourne alors pour voir ce qui s'est passé derrière lui. Avec un visage sérieux, il observe la scène, ses yeux bleus brillant dans la nuit. Cependant, notre gars est confus et ne comprend pas très bien ce qui vient de se passer. Soudain, la vie de Ganson est brutalement prise par le mercenaire qui est devant tout le monde. Ses yeux s'écarquillent de désespoir dans son dernier moment de vie, puis le jeune homme tombe sans vie sur le sol dans une scène terrible. Kay tient sa dague ensanglantée après avoir fait le sale boulot. Notre héros est sous le choc et hurle, demandant ce qu'il fout, avec un air sérieux. Kay dit qu'il a agi conformément au décret impérial. Il prétend avoir exécuté celui qui convoitait la richesse d'un noble. Furieux, notre gars crie qu'il avait été très clair, il ne voulait pas de problème. Gaz et Eldan sont effrayés par la réaction furieuse de notre personnage principal. Mais Kay se tourne vers Johan et dit que même les mercenaires ont un honneur et des règles. Il explique que les actions de Ganson ont terni l'honneur de tout le groupe. Calmement, le mercenaire commence alors à nettoyer son épée de combat. Notre héros regarde tout ça, toujours très sérieux face à ce qui vient de se passer. Kay offre alors son épée et dit que Johan peut le punir s'il pense qu'il a eu tort. Notre gars est surpris et se met à avoir des sueurs froides face à l'attitude du mercenaire. Il réalise que Kay met sa propre vie en jeu pour défendre son honneur. D'une main tremblante, notre personnage principal tend la main vers l'épée que Kay lui offre. Eldan et Gaz regardent la scène tendue sans savoir ce qui va se passer. Mais notre héros repousse la lame, refusant de la prendre. Et finalement, il s'excuse en disant qu'il n'avait pas considéré la position de Kay. Gaz et le chef Eldan crient de choc face à l'action de notre héros. Kay est aussi bouche bée car un noble ne s'excuserait jamais. Notre gars lui dit alors de ranger sa dague et le mercenaire obéit maladroitement. La situation étant résolue, Johan remercie tout le monde pour leur compréhension. Plus tard, Gaz sermonne Kay pour avoir été si imprudent avec le noble. Pendant ce temps, Eldan regarde notre héros avec une lueur dans les yeux. L'homme bête réalise alors que ce noble est complètement différent des autres. Il pense que Johan est courageux et juste, mais sans l'arrogance des nobles. À cause de cela, Eldan décide qu'il doit en faire un allié à tout prix. Et ainsi, la caravane poursuit son voyage alors que le soleil se couche à l'horizon. Notre héros sort alors une montre à gousset qu'il a reçue en cadeau. Il se plaint d'avoir pris l'objet parce qu'il avait l'air cher, mais découvre ensuite qu'il est cassé d'un regard de côté. Il semble un peu regretter son choix et, pour ne rien arranger,
il réalise qu'il a maintenant une autre bouche à nourrir. Alors qu'il arrive à une porte en bois, quelqu'un crie le nom de notre héros. Le chef du village s'approche alors avec des cadeaux en signe de gratitude. Notre gars ramasse alors la montre et se demande comment elle a atterri là. Le chef lui offre alors un esclave, disant qu'il connaît bien la région. Notre personnage principal est choqué car il n'a jamais vu quelqu'un en si mauvais état. Et finalement, il accepte le cadeau et leur dit de donner un bain et de la nourriture au garçon. Avec ce nouveau garçon dans le groupe, notre héros trouve qu'avoir un esclave est étrange. Pendant ce temps au camp, les mercenaires remercient Johan pour la nourriture. Notre gars est assis près du feu quand le jeune homme l'appelle maître. Avec un sourire, le garçon remercie Johan et lui apporte un repas. Mais notre héros lui dit de ne pas l'appeler maître et d'utiliser simplement son nom. Le jeune homme est embarrassé par la demande et notre gars ne sait pas quoi en penser. Notre personnage principal demande alors comment quelqu'un d'aussi instruit est devenu esclave. Assis près du feu, le jeune homme dit que ce n'est pas une histoire très agréable, mais notre héros insiste car il connaît aussi de mauvaises histoires, et le garçon accepte. Il explique alors qu'il était vendeur d'armes et d'armures dans l'Est. Mais un jour, un noble lui a ordonné de faire de la contrebande d'or pour lui. Notre gars est surpris car cela entraîne généralement la peine de mort. Le jeune homme explique qu'il avait besoin d'argent pour aider ses frères et sœurs malades, et qu'il a donc livré l'or comme le noble l'avait ordonné. Cependant, le noble l'a lui-même dénoncé, en utilisant une fausse moustache comme déguisement. Notre héros réalise alors que le noble l'a utilisé puis l'a jeté. Le garçon révèle qu'il n'a même pas eu de procès à cause du décret impérial. Notre personnage principal se met alors en colère et lui demande s'il a réussi à aider ses frères et sœurs. Les larmes aux yeux, le jeune homme dit que les gardes ont volé tout l'argent. Il pleure alors et s'excuse, disant qu'il a juste quelque chose dans l'œil. Notre héros observe tout avec une expression sérieuse et pensive. Il réalise alors que ce monde est tout simplement trop malade et cruel, car si l'on est faible, les nobles vous exploitent et personne n'ose se plaindre. Comme les soldats de la famille Blitz devenus bandits pour survivre, ou les gens de Lutzbach contraints de sacrifier leurs propres enfants, et même Goa, utilisé et rejeté par la noblesse sans une seconde pensée. Notre gars se demande alors si c'est juste et trouve tout cela très pathétique, mais il se souvient qu'il est pourchassé et qu'il pourrait mourir à tout moment. Avec cela en tête, notre personnage principal appelle Goa, qui répond, surpris. Il lui dit alors qu'ils sont désormais camarades et qu'ils doivent survivre ensemble. Goa est surpris et rougit aux paroles de notre héros. Soudain, un mercenaire accourt vers eux et crie qu'un monstre est apparu. Notre gars soupire de fatigue, car il semble qu'il n'aura pas une minute de paix. Il se lève alors et court avec le soldat pour voir ce qui se passe. Goa reste en arrière, pensant à la promesse de survivre ensemble. Notre héros rejoint alors les autres mercenaires cachés dans les buissons. Il voit une aura rouge et confirme qu'il y a un monstre à proximité. Avec un air sérieux, notre gars se prépare à ce qu'il attend. Alors qu'il se tient là, quelqu'un derrière lui dit de se baisser. Mais avec un sourire aux lèvres, notre personnage principal dit que tout va bien. Notre héros ordonne alors aux mercenaires de baisser leurs armes. Avec un sourire, il dit que tout va bien et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Kay et Gaz sont déconcertés par l'ordre, mais notre gars répète « baissez-les ». Il dit ensuite qu'il va évaluer la situation et se dirige vers la forêt. Les mercenaires sont inquiets, car combattre des monstres requiert des compétences spéciales. De plus, ils ne peuvent prendre aucun risque puisque leur mission est de protéger leur chef, Eldan. Notre gars sent alors une présence familière et glaçante approcher. Il voit une aura rouge et une pression qui glace l'âme venant des ténèbres. Ce sont les yeux rouges luisants dans le noir que notre héros connaît déjà. C'est le loup noir des îles Loman, et il est sûr que c'est le même qu'avant. Il se souvient que la dernière fois, le loup l'a aidé en attaquant les soldats. Notre personnage principal sait que la créature aurait pu l'attaquer à tout moment. Mais avec un sourire, il réalise que le loup n'a aucune intention de le blesser. Notre héros dit alors au monstre d'arrêter de se cacher et de se montrer. Avec un grognement, le loup géant émerge des ténèbres, ses yeux rouges. Notre gars le remercie alors de lui avoir sauvé la vie la dernière fois. Les mercenaires sont choqués et se demandent si Johan est un dresseur de monstres. Le loup s'approche alors et commence à renifler le visage de notre personnage principal. La créature se met alors à lécher notre héros de manière très affectueuse. Les mercenaires restent bouche bée, ne comprenant rien à ce qui se passe. Notre héros dit alors à tout le monde de ne pas avoir peur, car le loup n'est pas méchant. Il révèle que la créature est en fait le messager de l'aube. Avec un sourire excité, le chef Eldan semble reconnaître ce nom. Mais notre gars est confus, ne comprenant pas de quoi l'homme bête parle. Eldan raconte alors une vieille chanson de l'Empire de l'Est pour s'expliquer. La légende parle d'un guerrier qui a donné un nom à un loup par une nuit de guerre. Le nom était le messager de l'aube, et le loup s'inclina devant le guerrier. Avec des yeux bleus, le loup mena le guerrier dans des batailles à travers le continent. À la fin de la guerre, le héros apporta la paix, mais trouva la mort peu de temps après. Le loup pleura alors pendant 3 jours et voyagea là où les héros étaient nécessaires. La créature légendaire était le messager de l'aube, aux yeux bleus vifs. Notre gars demande alors si la légende est correcte, car le loup était connu sous un autre nom. Eldan explique que la légende a été déformée en arrivant dans l'Empire du Sud, mais l'histoire originale dit que le loup punit le mal et se soumet à un héros. L'homme bête prétend que c'est écrit dans les textes anciens de l'Empire.
Notre héros est alors surpris d'apprendre que le loup est une créature légendaire. Avec un sourire excité, Eldan demande la permission de caresser le loup, mais la créature grogne et montre les dents, effrayant le chef de la caravane. L'homme bête prend alors peur et dit qu'il vaut probablement mieux ne pas toucher l'animal. Et finalement, il réalise que le loup n'est doux qu'avec notre personnage principal, Johan. Eldan se souvient alors d'une partie importante du folklore oriental. La légende dit que si vous nommez une bête divine, elle devient votre familier. Il se demande alors si notre héros est réellement un héros légendaire. Le chef demande si Johan a déjà donné un nom au loup, et il répond que non. Excité, Eldan suggère qu'il donne un nom à la créature sur le champ. Notre gars est surpris, car quelque chose d'incroyable pourrait arriver si la légende est réelle. Il pense alors à un nom pour le loup et suggère de l'appeler Keda. Mais notre héros se souvient de la dernière fois qu'il a vu Karamov et a une idée. Avec un regard déterminé, il pointe le loup du doigt et le nomme Karamov. Eldan est choqué et crie en demandant la raison de ce nom étrange. Soudain, une aura rouge entoure le loup, ses yeux brillants. Notre gars est surpris par la réaction de la créature en recevant son nom. Une lumière bleue apparaît alors et enveloppe le loup dans une puissante transformation. Un faisceau de lumière descend des cieux et frappe la créature en plein cœur. Notre héros et Eldan regardent la scène, stupéfaits par ce qui se passe. Une fumée bleue remplit la zone, les enveloppant tous les deux dans l'obscurité. Notre personnage principal est alors époustouflé par la transformation du loup. La créature est maintenant le messager de l'aube, Karamov, avec une aura bleue. Ses pattes brillent maintenant de la nouvelle énergie qui parcourt son corps et finalement, il s'incline devant notre héros en tant que son nouveau familier. Notre héros s'approche alors du loup pour le caresser calmement. Avec un sourire, il dit qu'il compte sur son nouvel ami, Karamov. Il dit alors à Eldan que tout cela est incroyable et l'homme bête est d'accord. Soudain, le chef de la caravane se jette au sol et commence à s'incliner. Il dit que c'est la première fois qu'il voit un mythe devenir réalité sous ses propres yeux. L'homme bête affirme qu'il a respecté notre gars dès leur rencontre et pour avoir été choisi par la bête divine. Il l'appelle le héros des temps difficiles. Notre personnage principal est embarrassé par toute cette flatterie inattendue. Gaz et les autres mercenaires sont également choqués par la révélation. Gua est aussi surpris d'apprendre que son nouveau maître est un héros. Tout le monde s'incline alors devant notre héros et son loup légendaire. Mais notre gars s'excuse et dit à Eldan qu'il n'est pas un héros. Il explique qu'il n'est qu'un vagabond d'une petite famille essayant de survivre. De plus, il révèle qu'il est en fuite pour avoir achevé le vrai Karamov. Eldan est sans voix, mais notre héros dit qu'il ne voulait pas le décevoir. Avec un regard déterminé, le chef lui fait alors une demande pour le remercier de sa gentillesse. Il demande la permission de présenter Johan à la guilde des marchands de Marsal. Notre gars demande alors ce qu'est Marsal, car il n'a jamais entendu parler de cet endroit. Eldan explique que c'est une ville de libre-échange et l'un des rares endroits que l'empereur ne gouverne pas. Notre héros accepte alors l'offre et le chef le remercie, profondément ému, un sourire aux lèvres. Notre héros pense à l'opportunité qui s'offre à lui à Marsal. Alors que Eldan chante la légende, notre gars s'inquiète un peu. Il pense à ce titre, héros des temps difficiles, et y réfléchit. Mais il sait qu'il n'est qu'un vagabond essayant de protéger sa propre vie. À cause de cela, il se souvient de l'avertissement du chevalier sur son avenir de souffrance. Malgré tout, il serre le poing, car sa vie n'a jamais été facile, et que cette fois, de sa propre volonté, il avancera pas à pas. Et avec cette nouvelle détermination, il se met en route pour la ville de Marsal. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.